Dans le silence des cartes anciennes, un empire oublié s'étendait. La Tartarie, un nom presque effacé, murmuré dans les marges de l'histoire officielle. On le retrouve sur des atlas jaunis, sur des récits monceaux de voyageurs qui contemplaient des terres infinies, mais toujours comme une ombre, une silhouette insaisissable. Aujourd'hui, ce mot résonne comme un écho brisé. Que fut la Tartarie ? Une nation immense, une civilisation disparue, ou une illusion cartographique soigneusement entretenue ? Derrière les pages révisées, derrière les archives effacées, se dessine une énigme troublante. Pourquoi tant d'indices mènent à une mémoire effacée ? Ce voyage n'offrira pas de certitude, seulement des fragments, des silences, et l'impression que sous la surface polie des chroniques officielles, quelque chose d'incommode persiste. Sur les cartes anciennes du monde, un mot revient, étrange et persistant. Tartarie, il s'étend comme une mer de lettres sur les étendues de l'Asie, occupant un territoire plus vaste que l'imagination ne saurait contenir. Du Caucase à l'océan Pacifique, des glaces sibériennes aux frontières de la Chine, ce nom marquait l'inconnu, mais aussi une puissance que nul ne contestait. Pourtant, il ne reste presque rien de tangible. Pas de récit officiel d'empereur, pas de chronique continue, pas de monument explicitement revendiqué. Seulement des traces éparses, des atlas d'érudits et des témoignages de voyageurs fascinés. La Tartarie est à la fois omniprésente et absente, vaste comme un rêve mais insaisissable comme un mirage. L'impression qui s'impose à qui contemple ces cartes est celle d'une omission volontaire. Comment un espace aussi immense, mentionné dans tant d'ouvrages, a-t-il pu disparaître du récit collectif sans laisser davantage de cicatrices ? Dans les bibliothèques d'Europe et dans les archives d'Orient, on retrouve encore des indices. Des cartes du XVIIe et du XVIIIe siècle nomment clairement cette entité. Certaines détaillent des cités, des fleuves, des montagnes, comme si la Tartarie était un pays réel, organisé, doté d'une structure comparable aux autres empires de son temps. Mais dans les manuels modernes, elle n'est plus qu'un souvenir gênant, réduite à une simple désignation géographique, à un terme vague pour des terres éloignées. Les voyageurs de jadis, marchands, missionnaires ou explorateurs, mentionnent des peuples innombrables, parfois décrits comme fiers et libres, parfois comme barbares insaisissables. Marco Polo évoque déjà, dans ses récits, des contrées qui semblent tout l'ensemble toucher cet espace mystérieux. Plus tard, les cartographes européens y placèrent d'immenses royaumes aux frontières mouvantes. Chaque carte raconte une histoire différente, mais toutes s'accordent sur une chose. La Tartarie n'était pas un vide. Elle représentait une puissance. Or, cette puissance s'est évanouie, non pas dans une guerre mémorable, mais dans un silence. Le terme même de Tartarie fut progressivement retiré du langage académique. Au XIXe siècle, il disparaît presque entièrement des atlas. L'histoire officielle lui substitue d'autres appellations, Sibérie, Mandchourie, Asie centrale. Les populations qui y vivaient sont désormais catégorisées autrement, intégrées dans des récits nationaux distincts. Ce glissement subtil, ce recadrage, agit comme une érosion méthodique de la mémoire. L'oubli s'installe et ce qui fut autrefois un empire devient une tache d'encre effacée. Il est troublant d'imaginer que tant d'érudits, de cartographes avaient consigné l'existence d'un monde dont les héritiers nient désormais la réalité politique. Était-ce seulement une commodité de langage, un terme générique pour désigner l'inconnu, ou bien existait-il une véritable civilisation, avec ses structures, ses savoirs, ses cités, que l'histoire a choisi de recouvrir ? L'interrogation reste ouverte. Le mystère s'épaissit lorsque l'on observe l'évolution des cartes elles-mêmes. Certaines, datant de la fin du XVIIIe siècle, montrent encore la Tartarie comme un ensemble compact, traversé de routes, jalonné de villes. D'autres, à peine quelques décennies plus tard, la réduisent à des fragments sans cohérence, comme si un effacement volontaire avait été entrepris. Ce n'est pas seulement un changement de nom, mais une reconfiguration entière de la mémoire géographique. Les récits d'architecture ajoutent une couche d'intrigue. Dans plusieurs régions autrefois dites tartares, on trouve encore des édifices immenses, disproportionnés, dont l'origine est attribuée à des peuples sans lien apparent avec la construction de tels ouvrages. Des dômes gigantesques, des fortifications circulaires, des bâtiments aux proportions étranges semblent témoigner d'une ingénierie perdue. Mais dans les livres modernes, on leur invente d'autres filiations, d'autres auteurs, comme si l'on cherchait à détourner les regards d'une vérité plus ancienne. Certains chercheurs indépendants parlent d'une dissimulation délibérée. Ils évoquent un empire trop différent, peut-être trop avancé dans certains domaines, pour que son souvenir s'intègre au récit officiel.
On raconte qu'il aurait maîtrisé des formes d'énergie aujourd'hui méconnues, que ses connaissances auraient remis en question l'ordre établi. Ces hypothèses, bien que controversées, persistent et alimentent une inquiétude sourde. Et si notre histoire était une construction partielle, soigneusement filtrée, ce qui demeure indéniable, ce sont les fragments visibles. Des cartes gravées dans le cuivre, des encyclopédies anciennes mentionnant la Tartarie, des récits de voyageurs qui traversèrent ces steppes infinies. Chacun de ces éléments constitue un éclat de mémoire, une résistance silencieuse à l'oubli. Mais ces traces sont dispersées, souvent disqualifiées par les discours modernes comme de simples curiosités d'époque. Pourtant, elles forment un faisceau troublant, trop cohérent pour n'être qu'un hasard, trop insistant pour disparaître totalement. Dans le regard de celui qui s'attarde sur ces cartes, une sensation naît, celle de contempler l'ombre d'une histoire effacée. Les contours du territoire sont nets mais vides de sens. Les noms de villes sonnent étrangement familiers, mais sans récit pour les porter. C'est comme observer un fantôme à travers un miroir ancien. La Tartarie est une silhouette sans chair, une mémoire collective amputée. L'absence de guerre célèbre, de chroniques détaillées sur sa chute ajoute au mystère. Les empires de s'effondrent rarement sans bruit. Rome, Byzance, les Incas, tous ont laissé derrière eux des récits, des monuments brisés, des chants de lamentation. La Tartarie, elle, semble s'être éteinte dans un silence presque parfait, comme si une main invisible avait voulu gommer son existence de la conscience humaine. Pourtant, la mémoire persiste à travers des indices inattendus. Dans les traditions orales de peuples d'Asie centrale, on retrouve parfois des récits d'ancêtres puissants, de royaumes immenses balayés par des catastrophes ou par des forces extérieures. Dans les contes populaires, dans les chants, affleurent des échos d'un passé plus vaste. Rien de probant, mais suffisamment de fragments pour alimenter l'intuition que quelque chose fut perdu. La contemplation de cette disparition soulève une question qui dérange. L'histoire est-elle vraiment le récit impartial du passé, ou bien une construction adaptée aux besoins des puissants? La Tartarie, par son absence même, semble pointer vers la seconde hypothèse. L'oubli dans ce cas n'est pas un accident, mais une œuvre. Et cette œuvre a réussi, puisque la majorité des hommes ignorent aujourd'hui jusqu'au nom de cet empire autrefois étendu sur des millions de kilomètres carrés. En laissant reposer les doigts sur la surface jaunie d'une vieille carte, en suivant les contours d'un territoire disparu, on ressent une mélancolie particulière, comme si l'on touchait du doigt une mémoire enfouie sous des couches de silence. La Tartarie n'est pas seulement un oubli géographique, elle est une énigme, une cicatrice dans la mémoire de l'humanité, une cicatrice si bien dissimulée qu'elle passe inaperçue aux yeux de la plupart. Et pourtant ce silence appelle. Les fragments épars, les anomalies dans l'histoire officielle, les architectures énigmatiques, les récits contradictoires, tout cela compose une musique étrange, une musique faite de silence et d'ombre. Elle invite à poursuivre l'enquête, à tourner les pages interdites, à écouter les voix que l'on a voulu taire, car derrière l'ombre sur les cartes se cache peut-être la clé d'un récit plus vaste, d'un monde perdu dont les contours effacés pourraient encore, un jour, ressurgir. Lorsque les cartes anciennes évoquaient la Tartarie, elles ne faisaient on ne sait pas que tracer des frontières abstraites. Elles reflétaient aussi les récits contes des voyageurs, ceux qui, au fil des siècles, avaient franchi les immensités de steppes, traversé les montagnes et suivi les rivières qui coupaient ces terres sans fin. Ces voix sont multiples, contradictoires parfois, mais elles résonnent comme autant d'échos d'un monde qui ne devait pas disparaître si totalement. Elles sont aujourd'hui l'une des rares clés pour pénétrer le voile qui recouvre encore cette civilisation effacée. Dès le Moyen-Âge, les récits des marchands vénitiens ou arabes peignent des tableaux étranges. Marco Polo, figure emblématique, décrit dans ses chroniques des terres d'Asie qui semblent correspondre aux confins tartares. Ces récits parlent de villes prospères, de peuples puissants, de souverains dont les coutumes paraissaient déroutantes aux yeux des Européens. Pourtant, ces descriptions demeurent fragmentaires, sont parfois contestées, souvent enveloppées de mystères. L'impression reste néanmoins qu'il ne s'agissait pas de simples terres sauvages, mais d'espaces structurés, habités par des populations organisées, dotées de cultures anciennes. Plus tard, au XVIe et XVIIe siècle, les missionnaires jésuites laissèrent derrière eux des témoignages précieux. Envoyés dans ces régions lointaines, ils consignèrent leurs observations dans des lettres et des rapports adressés à Rome ou aux grandes cours européennes.
Certains évoquent des villes aux architectures remarquables, avec des dômes, des canaux, des fortifications élaborées. D'autres racontent la richesse insoupçonnée des marchés, où se côtoyaient soieries, métaux, pierres précieuses et objets d'art. Dans leurs récits, on devine une société complexe, bien loin des stéréotypes qui réduisaient la Tartarie à un désert peuplé de nomades. Les explorateurs russes du XVIIIe siècle, quant à eux, ont laissé des notes troublantes. Envoyés pour cartographier et coloniser la Sibérie et l'Asie centrale, ils rapportèrent des vestiges qu'ils ne pouvaient expliquer. Des fortifications gigantesques, des réseaux de routes anciennes, des constructions en pierre dont l'origine se perdait dans le temps. Certains parlaient toises d'ouvrages d'ingénierie qui semblaient dépasser les moyens des populations locales. Pourtant, dans les récits officiels qui suivirent, ces éléments furent souvent minimisés, présentés comme de simples curiosités ou attribués à d'autres civilisations. L'ombre de la Tartarie s'épaississait, absorbée par des récits concurrents. Au fil de ces récits, une question se pose. Pourquoi tant d'éléments concordants, venus de sources diverses et de cultures différentes, décrivent-ils une réalité que l'histoire moderne nie ou réduit à néant ? Peut-être parce que ces témoignages contredisent l'idée d'un espace vide et inculte. Ils suggèrent l'existence d'une entité puissante, dotée de savoir et de traditions qui ne s'intègrent pas facilement dans le récit officiel. Une telle complexité ne pouvait disparaître sans laisser de traces, et pourtant elle fut effacée. Ces voix anciennes ne se contentent pas de décrire des paysages. Elles évoquent des coutumes, des langues, des rites. On parle de chants collectifs résonnant dans les plaines, de fêtes solennelles où le feu et le soleil jouaient un rôle central, de traditions de guérison liées à des connaissances herboristes raffinées. Certaines chroniques décrivent des instruments inconnus, des objets aux usages mystérieux. Était-ce le fruit d'imagination ou la trace de pratiques disparues ? Ce qui est certain, c'est que ces éléments contribuant à peindre une culture singulière, effacée avec une rapidité suspecte. La dimension orale, elle aussi, joue un rôle essentiel. Dans les récits populaires recueillis en Asie centrale ou en Sibérie, des fragments d'une mémoire ancienne persistent. Des poèmes et des contes parlent de royaumes lumineux engloutis par des catastrophes, d'ancêtres dont la puissance égalait celle des dieux, de cités disparues sous la boue ou le sable. Ces récits, souvent considérés comme des légendes, pourraient-ils être des reflets déformés d'événements réels ? Dans bien des cultures, la mémoire se transmet sous forme de mythes lorsque l'histoire écrite fait défaut. Peut-être ces chants anciens ne sont-ils pas de simples fables, mais les restes d'une vérité fragmentée. Un autre aspect frappant des récits de voyageurs concerne l'échelle des constructions. Certains décrivent des bâtiments et des infrastructures d'une taille monumentale, des murailles qui semblaient infinies, des cités aux avenues si larges que des processions entières pouvaient y circuler sans encombre. Ces descriptions rappellent que des architectures qui dépassent les standards de leur temps, laissant penser que les peuples de Tartarie maîtrisaient aussi des techniques de construction singulières. Les voyageurs, émerveillés ou effrayés, consignaient pour signer ces visions. Mais leurs écrits furent relégués dans les marges des bibliothèques, loin du regard public. Dans les correspondances diplomatiques, on retrouve aussi des traces de la Tartarie. Des échanges attestent de négociations, de tribus, de conflits ou d'alliances. Pourtant, ces documents sont souvent fragmentaires, comme si l'histoire avait retenu volontairement d'autres priorités. Il est étrange qu'un territoire aussi vaste, mentionné à plusieurs reprises dans des contextes officiels, n'ait pas laissé une mémoire plus consistante dans les archives modernes. Ce vide interroge. Certains voyageurs rapportaient également un sentiment particulier, celui d'entrer dans un monde parallèle. Les steppes immenses semblaient s'étendre à perte de vue, et derrière chaque horizon surgissaient de nouveaux peuples, de nouvelles coutumes. Pour l'Européen habitué aux frontières étroites et aux royaumes clairement définis, cette immensité paraissait irréelle. Peut-être est-ce cette immensité même qui a permis d'effacer si facilement la mémoire de la Tartarie. Trop vaste pour être saisie, trop différente pour être comprise, elle fut engloutie dans le silence. Ces échos du passé, transmis par des voyageurs souvent animés d'émerveillement ou de crainte, nous plaçons devant une énigme. Soit tous ces récits sont de simples exagérations, soit ils révèlent une vérité dissimulée. Une vérité qui, si elle était pleinement acceptée, obligerait à réécrire des pans entiers de l'histoire. Car la Tartarie ne serait plus alors un simple nom géographique, mais bien une civilisation à part entière, dont les racines et l'influence dépassaient ce que l'on imagine aujourd'hui. Le souvenir de ces voyageurs, en fin de compte, agit comme une résistance à l'effacement. Ils n'avaient pas conscience d'écrire pour nous,
mais leurs mots traversent le temps comme des balises. Chacun d'eux, par ses observations, par son étonnement, laisse une trace ténue mais persistante. Ces traces, si on les assemble, dessinent une silhouette, celle d'un monde oublié, recouvert par le voile d'une histoire sélective. La question demeure alors suspendue. Pourquoi ces voix ont-elles été reléguées dans les marges? Pourquoi leurs récits furent-ils ignorés par les grandes narrations modernes? Était-ce parce qu'elles contredisaient une vision trop rigide de l'histoire, ou bien parce qu'elles dévoilaient une réalité que certains préféraient en taire? Dans le silence des bibliothèques, au creux des pages jaunies, ces voyageurs continuent de parler. Ils murmurent encore l'existence d'un monde oublié, vaste et complexe, dont les contours défient notre mémoire collective. En suivant leurs pas, on ne retrouve pas de certitude, mais une certitude plus subtile, celle que l'histoire, en telle qu'on la connaît, ne dit pas tout. Et c'est précisément dans ce silence, dans ces omissions, que s'ouvre le chemin vers la prochaine énigme, celle des capitales invisibles et des villes fantômes qui peut-être furent tard le cœur d'un empire effacé. Lorsque l'on cherche la trace de la Tartarie dans les récits et les cartes anciennes, une énigme frappe immédiatement, l'absence d'une capitale clairement identifiée. Les empires qui ont marqué l'histoire humaine ont tout laissé derrière eux un centre, un cœur battant, une cité autour de laquelle se cristallisait leur pouvoir. Rome, Byzance, Pékin, Delhi, toutes étaient des capitales où se concentraient et l'autorité, la culture, la mémoire. Mais la Tartarie, vaste au point de couvrir des millions de kilomètres carrés, ne semble avoir possédé aucune ville désignée comme capitale unique. Ce vide soulève une inquiétude étrange. Était-ce le signe d'un empire organisé différemment, ou bien le résultat d'une dissimulation volontaire de ce que furent ses centres réels? Les cartes anciennes, en particulier celles des XVIIe et XVIIIe siècles, montrent des cités aux noms mystérieux. Certaines apparaissent à plusieurs reprises, souvent placées sur des routes méditerranéennes stratégiques ou près de rivières essentielles. Pourtant, aucune n'est présentée comme le cœur d'un empire. Ces noms étranges résonnent comme des échos lointains, des lieux existants mais effacés de la mémoire collective. À mesure que l'on avance dans le temps, ces mêmes noms disparaissent dans des cartes, remplacés par d'autres désignations ou effacés totalement. La mémoire géographique semble avoir été remodelée pour brouiller les pistes. Dans certains récits de voyageurs européens, il est question de villes immenses, aux avenues droites, aux fortifications circulaires, aux bâtiments monumentaux. Ces descriptions ne concordent pas avec l'image d'un territoire de nomades épars, vivant uniquement de tentes et de troupeaux. Elles suggèrent dans l'existence de centres urbains puissants. Mais ces centres n'ont pas été retenus par l'histoire officielle. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne s'intégraient pas dans le récit dominant, celui qui voulait réduire la Tartarie à un espace sauvage et secondaire. Les fouilles menées dans certaines régions de Sibérie et d'Asie centrale laissent entrevoir des fragments troublants. Des traces de villes fortifiées, des restes de canalisations anciennes, des constructions en briques qui n'ont pas de lien direct avec les cultures qui occupent ces espaces aujourd'hui. Ces vestiges, souvent isolés, sont attribués à des civilisations locales, parfois sans preuves solides. Il est possible que l'histoire de la Tartarie se soit diluée dans une multitude de récits secondaires, chaque fragment attribué à un peuple différent, effaçant ainsi la cohérence d'un ensemble plus vaste. Le mystère de la capitale manquante renforce cette impression de dissimulation. Si la Tartarie fut bien un empire, il était difficile d'imaginer qu'elle allait prospérer sans centre de pouvoir. Était-il mobile, changeant de lieu au gré des saisons et des nécessités stratégiques? Était-ce un empire qui rejetait l'idée d'un centre unique, préférant une structure en réseau avec plusieurs villes majeures mais aucune dominante? Cette hypothèse est fascinante car elle rompt avec la logique classique des empires. Elle suggère un modèle politique et social plus fluide, plus difficile à contrôler ou à intégrer dans les récits ultérieurs. Les capitales invisibles de la Tartarie pourraient également avoir été détruites lors d'événements cataclysmiques. Certaines théories évoquent des catastrophes naturelles, des déluges de boue, des tremblements de terre ou des cataclysmes qui auraient englouti des cités entières. Dans les récits populaires d'Asie centrale, on retrouve parfois l'idée de villes ensevelies, de palais disparus sous la terre. Ce mythe récurrent, présent dans plusieurs cultures, pourrait être le souvenir déformé d'événements réels qui auraient effacé les centres urbains tartares. Si tel est le cas, les capitales ne furent pas seulement oubliées, elles furent littéralement recouvertes. Un autre indice troublant réside dans les expositions universelles du XIXe siècle.
Dans plusieurs grandes villes d'Europe et d'Amérique, on construisit des édifices éphémères aux proportions gigantesques, souvent attribués à l'ingéniosité moderne. Mais certains chercheurs indépendants estiment que ces constructions furent en réalité des héritages d'architecture antérieure, démontées ou dissimulées ensuite. La ressemblance de certains pavillons avec des architectures que l'on associerait à des traditions oubliées soulève la possibilité que les traces des capitales tartares aient été réutilisées, présentées sous un autre nom, puis effacées une nouvelle fois. La question de la capitale renvoie aussi à celle de l'écriture. Contrairement aux autres empires, la Tartarie n'a laissé que peu de textes identifiés comme siens. Les documents écrits retrouvés dans les régions anciennement associées à la Tartarie sont souvent attribués à d'autres civilisations. Or, sans textes officiels, sans archives centralisées, il est difficile de faire exister un empire dans la mémoire collective. Peut-être que la disparition des capitales est liée à cette absence volontaire de mémoire écrite. Sans centre et sans archives, l'histoire se dissout dans les sables. Il reste néanmoins des témoignages indirects. Certains chroniqueurs russes ou chinois mentionnent des conflits avec de puissants royaumes situés au nord ou à l'ouest. Ces royaumes ne sont pas toujours nommés clairement, mais leur description concorde avec l'idée d'un empire organisé. D'autres parlent d'ambassades envoyées auprès de souverains dont le nom et la cité sont aujourd'hui effacés. Chaque fragment, chaque note éparpillée agit comme une pièce d'un puzzle qui n'a jamais été reconstituée. Le silence des capitales tartares résonne comme une absence volontaire. Dans le récit officiel, il est plus simple de nier l'existence d'un empire si l'on ne peut montrer son cœur. Sans capitale, sans palais, sans monument identifié, la Tartarie devient une abstraction, une légende, un mot vide. Pourtant, les voyageurs, les cartes, les vestiges continuent de suggérer autre chose, une réalité enfouie dont les centres furent peut-être les témoins les plus gênants. Il est troublant d'imaginer que sous certaines villes modernes, sous certains paysages apparemment vides, reposent encore les fondations de ces capitales disparues. Des cités entières, englouties sous les couches du temps, attendant d'être redécouvertes. Mais si elles existent, pourquoi n'ont-elles pas été mises en lumière par l'archéologie contemporaine? Est-ce par manque de recherche ou par choix? La question reste ouverte, alimentant le sentiment que ce vide n'est pas fortuit. Ainsi, l'image qui se dessine est celle d'un empire immense mais sans centre visible, comme une ombre qui se déplace sur la surface des cartes. Un empire fluide, mouvant, insaisissable, qui défie la logique des récits traditionnels. Peut-être est-ce cette absence même qui constitue sa force. La Tartarie n'était pas une cité unique, mais une multitude, une constellation de foyers de pouvoir, tous voués à être effacés pour qu'aucun ne survive dans la mémoire. En méditant sur ce mystère, une sensation s'installe, celle d'un monde volontairement dissimulé. L'absence de capitale devient alors le symbole d'une dissimulation plus vaste, celle d'une civilisation entière réduite au silence. Mais ce silence ne fait que renforcer le pressentiment qu'il y eut là, autrefois, un centre rayonnant, un cœur invisible qui animait l'Empire. Et si nous ne retrouvons pas ces capitales, nous retrouvons pourtant leurs échos à travers les architectures impossibles disséminées dans le monde, témoins muets d'un savoir oublié. C'est là que mène la piste suivante, vers ces constructions mystérieuses, trop grandes, trop parfaites, pour appartenir seulement au hasard de l'histoire. Dans les empires, les langues sont des piliers invisibles. Elles tissent les liens entre les peuples, portent la mémoire des traditions, sculptent les visions du monde. La Rome antique avait le latin, Byzance le grec, la Chine ses caractères millénaires. Mais lorsque l'on se penche sur la Tartarie, on découvre un silence saisissant. Nulle langue clairement identifiée comme un tartare, nul corpus littéraire transmis, nul alphabet reconnu comme celui de cette immensité. Ce vide linguistique est troublant, car il constitue l'une des clés de l'effacement. Un peuple sans langue, aux yeux de l'histoire officielle, devient un peuple sans identité. Pourtant, les fragments existent. Dans certains récits anciens, on évoque des dialectes étranges, des sons gutturaux ou mélodieux, des systèmes de communication qui semblaient déroutants aux oreilles des Européens. Les voyageurs mentionnaient souvent la difficulté de traduire certains mots, comme si la langue des Tartares contenait des concepts étrangers à leur propre culture. On parlait d'idiomes multiples, d'un foisonnement linguistique adapté à l'immensité des steppes, mais aucun effort sérieux ne fut entrepris pour les consigner ou les préserver. Ces voix disparurent dans le silence des archives. Certaines traditions orales recueillies en Asie centrale conservent encore des bribes de ce passé.
des chants anciens transmis de génération en génération évoquent des royaumes disparus et des héros dont les noms résonnent comme venus d'ailleurs. Ces chants utilisent parfois des termes qui ne correspondent ni aux Turcs, ni aux Mongols, ni aux langues slaves ou persanes. Ils semblent être des vestiges isolés d'un idiome plus vaste, aujourd'hui englouti. Les linguistes, face à ces anomalies, préfèrent souvent les attribuer à des erreurs de transcription ou à des inventions poétiques. Mais l'hypothèse d'une langue effacée demeure. Il existe aussi des documents énigmatiques, conservés dans des bibliothèques anciennes. Certains manuscrits, étiquetés comme incompréhensibles, présentent des alphabets inconnus ou des écritures qui ne correspondent à aucune famille linguistique répertoriée. On les classe parmi les curiosités sans chercher plus loin. Pourtant, plusieurs chercheurs indépendants ont suggéré que ces textes pourraient être des fragments d'écriture tartare. Si cela était vrai, alors une part immense de mémoire aurait été volontairement négligée, laissée dans l'ombre pour mieux servir le récit de l'oubli. La question des langues de Tartarie ouvre aussi une réflexion sur la diversité culturelle. Comment un empire supposément aussi vaste aurait-il pu exister sans un système de communication commun ? Il est assez possible que la Tartarie ait abrité un ensemble de langues apparentées, reliées entre elles par une lingua franca oubliée. Peut-être un idiome fluide, utilisé pour le commerce, la diplomatie et les rites, dont il ne reste aujourd'hui que des traces imperceptibles. Cela expliquerait pourquoi tant de récits anciens parlent de peuples si différents mais rattachés à une même appellation, Tartare. Les voix effacées ne se limitent pas aux mots, elles s'incarnent aussi dans les chants, les musiques, les récits oraux. Plusieurs voyageurs mentionnent avoir entendu des mélodies étranges, jouées sur des instruments inconnus, résonnant à travers les steppes comme des incantations. Ces sons étaient décrits comme à la fois majestueux et inquiétants, capables de provoquer un sentiment de vertige. Rien n'a été conservé de manière officielle, comme si la mémoire sonore avait elle aussi été effacée. Pourtant, dans certaines régions, des traditions musicales persistent, portant des échos qui semblent venir de très loin. Le silence autour des langues tartares soulève une autre hypothèse. Et si cet effacement avait été volontaire ? Les conquêtes et les réorganisations politiques du XIXe siècle ont imposé de nouvelles langues, de nouveaux alphabets, effaçant les anciens systèmes de communication. Dans plusieurs régions, les alphabets latins ou cyrilliques remplacèrent brutalement les écritures locales. En quelques générations, la mémoire linguistique fut effacée. Peut-être que les langues tartares disparurent ainsi, absorbées, remplacées, dissoutes dans des ensembles plus vastes. Le résultat est un silence qui semble naturel mais qui, en réalité, fut construit. On pourrait croire que l'absence d'une langue écrite rend impossible toute reconstruction. Mais la mémoire linguistique se dissimule parfois dans les détails. Les toponymes, par exemple, conservent des échos anciens. De nombreuses villes et rivières d'Asie centrale portent des noms dont l'origine ne correspond pas aux langues actuelles. Ces noms, souvent inexpliqués, pourraient en être les vestiges d'un idiome oublié. Chaque toponyme agit comme une pierre d'attente, une preuve muette de ce qui fut effacé. La disparition des langues est peut-être l'acte le plus radical de l'effacement d'une civilisation. Car lorsqu'une langue s'éteint, ce sont les mythes, les savoirs, les visions du monde qui meurent avec elle. On ne perd pas seulement des mots, mais une manière de concevoir l'univers, une manière de relier les hommes à la nature, aux astres, au sacré. La Tartarie, en perdant sa voix, a été réduite au silence dans les mémoires. Mais ce silence, paradoxalement, attire l'attention. Il devient une énigme qui appelle à être explorée. Des hypothèses plus audacieuses suggèrent donc que les langues de Tartarie n'étaient pas seulement des systèmes de communication, mais des vecteurs de savoir particuliers. Certains avancent que les idiomes tartares pouvaient sans doute contenir des structures de pensée liées aux vibrations, aux résonances, aux cycles naturels. Si cela est vrai, alors leur effacement n'a pas seulement privé l'humanité de sons et de mots, mais de clés de compréhension plus profondes, des clés qui auraient pu changer notre rapport à l'énergie, au cosmos, au vivant. Quoi qu'il en soit, la disparition des langues tartares nous place devant une question essentielle. Qui décide de ce qui mérite d'être conservé ou oublié ? Car si ces voix se sont éteintes, c'est aussi parce que personne n'a jugé utile de les transmettre. Le silence fut construit par omission, par négligence ou par volonté. Et ce silence, aujourd'hui, résonne comme un appel. Dans certaines bibliothèques orientales, dans des coffres poussiéreux oubliés, il est possible que dorment encore des manuscrits en attente d'être déchiffrés.
Peut-être que ces textes, lorsqu'ils seront redécouverts, redonneront un souffle à cette mémoire perdue. En attendant, nous ne possédons que des fragments, des sons isolés, des noms de lieux, des chants oraux. Mais ces fragments suffisent à entretenir une intuition, celle qu'un monde entier a parlé autrefois, a chanté, a raconté son histoire avant que l'écho de sa voix ne soit étouffé. Et dans ce silence linguistique, il reste une autre forme de mémoire, plus visible encore, celle des architectures. Car si les mots ont été effacés, les pierres, elles, ont continué de parler, à travers leurs formes et leurs proportions mystérieuses. Elles constituent peut-être la langue ultime de la Tartarie, gravée dans la matière pour défier l'oubli. C'est vers elles que le chemin nous conduit désormais, vers ces architectures impossibles qui semblent être les ultimes témoins d'un monde disparu. Lorsque les mots s'effacent, les pierres demeurent. Dans l'immensité des terres autrefois appelées Tartarie, les récits anciens et les vestiges modernes évoquent une question troublante. Qui a bâti ces édifices dont l'ampleur, l'élégance et la complexité semblent dépasser ce que l'histoire officielle attribue aux peuples locaux ? Ces architectures, éparpillées comme des éclats de mémoire dans les steppes, les cités et jusque dans les capitales modernes, apparaissent comme les ultimes témoins d'un savoir oublié. Elles parlent sans parole, par leurs proportions, leurs matériaux, leur silence persistant face à l'oubli. On raconte que les voyageurs du XVIIe siècle, pénétrant les vastes plaines de Sibérie et les confins de l'Asie centrale, furent frappés par des murailles gigantesques, non pas de simples palissades de bois ou de terre, mais de véritables fortifications de pierre, dressées avec une précision qui déconcertait. Ces constructions circulaires ou polygonales semblaient enfin de répondre à une logique géométrique subtile. Pourtant, la mémoire des peuples locaux ne les revendiquait pas. Elles étaient déjà anciennes, déjà mystérieuses, attribuées à des ancêtres oubliés ou à des forces surnaturelles. Dans le silence de ces ruines, la question résonnait. Qui avait construit ? Dans d'autres récits, il est question de cités aux avenues, larges et droites, organisées selon des plans qui rappellent qu'un maître les principes de l'urbanisme moderne. Les voyageurs décrivaient des places immenses, bordées de colonnes, des bâtiments dont les coupoles dominaient l'horizon, et des structures monumentales qui paraissaient avoir été conçues pour des populations bien plus nombreuses que celles qui vivaient là au moment de leur visite. Ces descriptions se retrouvent parfois dans les journaux des missionnaires jésuites qui observaient avec émerveillement et incompréhension ces architectures trop avancées pour ce qu'ils pensaient être un territoire sauvage. Le XIXe siècle apporta un élément supplémentaire de mystère. Alors que les empires russe et occidental étendaient leur influence sur ces régions, on assista à une transformation soudaine du paysage architectural. Des constructions monumentales surgirent dans les capitales émergentes, souvent sous prétexte de modernité ou de progrès. Pourtant, la rapidité de leur édification, la perfection de leur symétrie et leur style étrange suscitèrent des interrogations. Comment, dans un laps de temps si court, put-on bâtir de tels édifices, souvent plus vastes et plus élégants que tout ce qui existait auparavant ? Certains chercheurs alternatifs suggèrent que beaucoup de ces bâtiments n'étaient pas nouveaux, mais des héritages anciens, restaurés ou réappropriés. Les expositions universelles de la fin du XIXe et du début du XXe siècle constituent un autre chapitre troublant. À Paris, à Chicago, à Saint-Pétersbourg, on érigea d'immenses palais de verre, de métal ou de pierre, dont la beauté et la monumentalité semblaient appartenir à une tradition plus ancienne que celle de l'époque. Ces constructions furent de souvent présentées comme temporaires, puis détruites après les événements. Mais les gravures et les photographies montrent des structures si imposantes qu'il paraît inconcevable qu'elles aient été construites pour n'exister que quelques mois. L'hypothèse selon laquelle certaines de ces architectures auraient en réalité été héritées d'une époque antérieure, puis maquillées en créations modernes, alimente encore aujourd'hui les spéculations. Plusieurs édifices en Russie, en Asie centrale, en Chine du Nord, ou même dans certaines régions d'Europe de l'Est portent aussi les traces d'un style architectural cohérent mais non attribué. Des arcs monumentaux, des coupoles aux dimensions colossales, des escaliers d'une ampleur démesurée, comme si ces bâtiments avaient été conçus pour une humanité plus grande ou pour des rassemblements massifs dont nous n'avons plus le souvenir. Ces anomalies architecturales nourrissent en soi la théorie d'une civilisation disparue, capable de maîtriser une ingénierie et une esthétique aujourd'hui incomprises. Les symboles gravés dans la pierre ajoutent encore à l'énigme. On retrouve dans certains de ces édifices des motifs solaires, des rosaces, des formes géométriques récurrentes qui semblent obéir à une logique cachée.
Ces symboles se retrouvent, presque identiques, dans des régions très éloignées les unes des autres, comme si un même langage architectural unissait des peuples séparés par des milliers de kilomètres. L'hypothèse la plus simple serait celle d'échanges culturels, mais leur répétition et leur homogénéité suggèrent une origine commune, une tradition partagée qui dépasse les frontières imposées par l'histoire officielle. Le silence des chroniques officielles à propos de ces architectures est frappant. Dans les manuels modernes, on attribue souvent ces bâtiments à des architectes européens ou russes, sans toujours fournir de preuves solides. Parfois, on évoque une construction miraculeusement rapide, réalisée en quelques années seulement, ce qui défie les capacités techniques de l'époque. Les contradictions abondent. Des édifices d'Ille récents portent des marques d'érosion que seule une grande ancienneté pourrait expliquer, tandis que d'autres, attribués à des siècles passés, paraissent étonnamment intacts. La question des énergies liées à ces constructions renforce le mystère. Plusieurs d'entre elles comportent des dômes métalliques, des tours effilées, des structures qui semblent conçues pour capter ou transmettre quelque chose. Certains y voient que des vestiges d'une connaissance perdue, liée à l'électricité naturelle, à la résonance ou au champ magnétique terrestre. Si tel était le cas, alors ces architectures ne servaient mais pas seulement à l'esthétique ou au culte, mais jouaient un rôle fonctionnel, peut-être énergétique. Leur réutilisation par les empires modernes aurait alors masqué leur fonction originelle. Dans certaines villes d'Asie centrale, on retrouve encore des mosquées ou des palais dont les proportions défient toute logique. Les dômes, gigantesques, paraissent flotter au-dessus du sol. Les voûtes, construites avec une précision mathématique invisible, semblent résister au temps mieux que les constructions récentes. Ces bâtiments, attribués à des dynasties locales, pourraient bien être plus anciens, hérités d'une mémoire oubliée que l'on a recouverte de noms nouveaux. L'impression qui se dégage de l'étude de ces architectures est celle d'un effacement délibéré. Non pas une destruction complète, mais une réinterprétation systématique. Les bâtiments anciens furent intégrés dans de nouveaux récits, attribués à d'autres auteurs, présentés comme modernes. Ce processus permit d'effacer la mémoire d'une civilisation qui avait peut-être atteint un niveau d'ingénierie et de connaissance que l'histoire officielle ne pouvait admettre. Il est troublant de constater que dans les zones où la Tartarie était censée s'étendre, les architectures dites impossibles sont particulièrement nombreuses, comme si ces terres avaient été un centre de savoir architectural unique, rayonnant sur des milliers de kilomètres. Ces vestiges sont des pierres de mémoire, des témoins muets qui refusent de disparaître totalement. Même si les livres les ignorent, même si les manuels les détournent, ils persistent imposants, indestructibles. Face à ces édifices, une émotion particulière saisit l'observateur. On se sent minuscule, écrasé par des proportions qui semblent conçues pour autre chose que notre mesure humaine actuelle. Une sensation d'étrangeté s'installe, comme si ces lieux appartenaient à un monde parallèle, à une humanité différente. Et c'est peut-être là le plus grand mystère. Non seulement ces architectures défient toute l'histoire, mais elles défient notre perception de nous-mêmes. Si les voix de la Tartarie furent réduites au silence, si ces langues furent effacées, ces architectures demeurent les témoins les plus éloquents. Elles parlent sans mots, mais elles disent de l'essentiel. Qu'il y eut autrefois une civilisation assez puissante et savante pour marquer la pierre de son empreinte indélébile. L'oubli a tenté de la recouvrir, mais il n'a pas réussi à en effacer les contours. Et lorsque l'on contemple ces édifices, lorsque l'on suit les lignes de leurs arcs, de leurs colonnes et de leurs dômes, une question s'impose avec insistance. Qui étaient les bâtisseurs? Quelle connaissance possédait un Danle pour ériger de telles merveilles? Ces architectures impossibles sont comme des portes entr'ouvertes, laissant deviner un monde enfoui. Ce monde, certains affirment qu'il a laissé d'autres traces, non pas dans la pierre cette fois, mais dans les machines, les inventions et les technologies oubliées. Comme si l'architecture n'était qu'une facette d'un savoir beaucoup plus vaste, dont les échos résonnent encore dans les récits interdits. Ainsi, l'exploration nous mène naturellement vers une autre énigme, celle des géants de pierre et d'acier, symbole d'une puissance technologique qui échappe à notre mémoire officielle. Au-delà des cités aux coupoles immenses et des fortifications oubliées, un autre mystère plane sur la mémoire de la Tartarie, celui des géants de pierre et d'acier. Dans les récits de voyageurs, dans certaines gravures anciennes, et même dans les vestiges qui parsèment encore les plaines d'Asie, apparaissent des figures monumentales. Non pas seulement des édifices, mais des machines, des statues, des constructions hybrides dont la taille et la complexité semblent défier notre compréhension. Ces géants,
à la frontière entre architecture et technologie, incarne une énigme supplémentaire dans le grand silence qui entoure cet empire effacé. Il existe dans plusieurs musées et archives des représentations étranges datant du XVIIe et XVIIIe siècle. On y voit des gravures ou d'immenses structures métalliques, semblables à des tours ou à des dômes mécaniques, dominent l'horizon. Les textes qui les accompagnent restent vagues, parlant de machines fabuleuses, aperçues par des voyageurs ou de merveilles toutefois des steppes dont l'usage n'était pas compris. Ces images, rarement commentées, suggèrent que la Tartarie n'était pas seulement un espace de fortification et de palais, mais peut-être le théâtre d'un savoir technique dont nous avons perdu la trace. Certains témoignages évoquent des statues colossales, taillées dans la pierre ou assemblées en métal, représentant des figures humaines ou animales d'une taille hors de proportion. Ces statues, aujourd'hui disparues ou attribuées à d'autres civilisations, auraient enjalonné certaines routes commerciales. Elles servaient peut-être de repères, peut-être de symboles de pouvoir, ou encore de gardiens silencieux d'un monde dont l'autorité dépassait les frontières. Leur disparition progressive alimente l'impression d'un effacement délibéré, comme si ces géants rappelaient trop visiblement l'existence d'une puissance oubliée. L'idée de machine monumentale surgit aussi dans certains récits oraux d'Asie centrale. On y raconte l'existence de chars gigantesques, aux roues de métal, capables de se déplacer avec une force mystérieuse. Ces récits, classés parmi les légendes, rappellent pourtant les descriptions que firent certains voyageurs occidentaux. Dans leurs journaux, ils notèrent la présence d'objets mécaniques étranges, rouillés et abandonnés dans les steppes, dont l'origine échappait aux populations locales. Était-ce le souvenir de véritables machines, vestiges d'une technologie disparue, ou bien la projection d'imagination frappée par la vastitude du paysage ? Dans plusieurs régions, on retrouve des tours de briques et de métal, souvent assimilées, sans mêler à des minarets ou à des beffrois. Mais leur forme singulière, leur hauteur impressionnante et l'absence de toute fonction religieuse clairement établie interrogent. Ces structures, parfois creuses, comportent des ouvertures régulières, comme si elles avaient été conçues pour canaliser une force invisible. Certains y voient des tours d'observation, d'autres des instruments liés à l'astronomie. Mais une hypothèse plus troublante les relie à une maîtrise ancienne de l'énergie. Des tours conçues pour capter ou redistribuer une puissance que nous ne comprenons plus. Le XIXe siècle fournit un autre indice. Lorsque les grandes expositions universelles présentèrent au monde des machines colossales, des moteurs, des turbines, des structures métalliques d'une ampleur inédite. Officiellement, elles étaient les produits de l'ingéniosité moderne. Mais certains chercheurs alternatifs suggèrent qu'il s'agissait en réalité de réappropriation, de restauration ou même de simples expositions d'objets plus anciens, issus d'une mémoire technologique enfouie. Ces géants de l'industrie auraient pu être les descendants lointains d'un savoir transmis en secret, survivance de la Tartarie maquillée sous l'éclat du progrès. Les récits de statues colossales disparues rappellent aussi des traditions bien plus anciennes. Dans plusieurs régions du monde, on retrouve des références à des peuples de géants, bâtisseurs de monuments que les générations suivantes ne pouvaient égaler. En Asie centrale comme en Sibérie, ces légendes abondent. Elles décrivent des hommes de taille prodigieuse, capables de soulever des blocs de pierre, de forger des métaux rares et d'ériger des statues qui défiaient les siècles. La mémoire des géants de pierre et d'acier de la Tartarie s'inscrit peut-être dans cette tradition universelle, celle de bâtisseurs surhumains dont l'héritage persiste dans les ruines. Ce qui frappe dans l'étude de ces témoignages, c'est le caractère récurrent des anomalies. Des colonnes trop massives pour des temples supposés modestes, des cloches gigantesques fondues dans des métaux dont la qualité dépasse les procédés connus à l'époque, des ponts immenses, aux arches parfaites, attribués à des ingénieurs dont on ne retrouve nulle part ailleurs l'équivalent. Chaque vestige pris isolément peut sembler explicable, mais leur accumulation dessine un tableau différent, celui d'une civilisation qui avait développé une maîtrise de l'architecture et du métal plus avancée qu'on ne l'admet aujourd'hui. L'impression que la Tartarie a laissé derrière elle des géants, statues, machines, édifices hybrides, se renforce lorsqu'on observe la disparition progressive de ces objets au XIXe siècle. Beaucoup furent détruits, recyclés ou réinterprétés comme œuvres modernes. Les rares descriptions qui subsistent témoignent d'un temps d'émerveillement, parfois mêlé de crainte, comme si ces géants imposaient une présence trop lourde, trop étrangère pour être intégrée dans le récit de la modernité.
Leur effacement permit de reconstruire une continuité historique plus simple, plus rassurante, débarrassée de ces anomalies. Mais dans les musées et les archives, certains fragments demeurent. D'anciennes cloches immenses, dont le poids et la finesse sonore défient encore l'explication. Des fragments de routes métalliques, dont la taille excède toute utilité pratique connue. Des statues brisées, découvertes loin de tout centre urbain, comme abandonnées dans la steppe par un peuple en fuite. Ces objets muets et dérangeants continuent de nourrir la suspicion que quelque chose fut volontairement effacé. Le lien entre ces géants et les architectures impossibles est profond. Il témoigne d'un même savoir, d'une même volonté de bâtir dans la monumentalité. Mais alors que l'architecture cherchait à façonner l'espace des cités, les géants de pierre et d'acier semblaient voués à autre chose, à marquer l'imaginaire, à incarner une puissance. Peut-être étaient-ils les emblèmes visibles d'une civilisation dont l'autorité reposait autant sur la technique que sur la symbolique. Il a été troublant de penser que ces monuments pouvaient aussi être des outils. Les statues, les tours, les machines n'étaient peut-être pas seulement décoratives, mais fonctionnelles. Certaines théories avancent qu'elles pouvaient en servir à capter l'énergie des vents, du soleil ou du magnétisme terrestre. D'autres y voient des instruments de communication, conçus pour relier les cités entre elles à travers des champs invisibles. Dans tous les cas, elles représentaient une dimension que nos récits modernes ont choisi d'ignorer. Ainsi, les géants de pierre et d'acier de la Tartarie apparaissent comme des témoins gênants. Trop immenses pour être dissimulés, mais trop étranges pour être intégrés, ils furent effacés, recyclés, réinterprétés. Pourtant, leurs souvenirs persistent dans les gravures, dans les récits, dans les ruines. Et ce souvenir nous oblige à envisager une possibilité dérangeante, celle d'une civilisation disparue qui avait atteint une maîtrise de la matière et de la technique que nous commençons à peine à redécouvrir. Face à ces géants oubliés, une certitude s'installe doucement. L'histoire n'a pas tout dit. Elle a choisi ses récits, ses continuités, et elle a laissé dans l'ombre ce qui dérangeait. Mais l'ombre parle encore, et les géants continuent de veiller. Et si l'on tend l'oreille, derrière leur silence de pierre et d'acier, on perçoit déjà le murmure d'un autre mystère, celui des grandes foires universelles, vitrines modernes qui pourraient bien avoir servi à maquiller les derniers fragments visibles d'un monde effacé. À la fin du XIXe siècle, le monde occidental célébrait son entrée dans la modernité par des événements spectaculaires, les expositions universelles. Paris, Londres, Chicago, Saint-Pétersbourg, Vienne, toutes ces villes accueillirent dans des foules venues admirer les merveilles de l'industrie, de l'architecture et de l'art. On y présenta les machines les plus audacieuses, les palais les plus étincelants, les dômes les plus imposants. Ces foires étaient censées représenter le triomphe du progrès, l'affirmation d'un futur radieux. Pourtant, derrière l'éclat des vitrines et des pavillons, un soupçon persiste, car les constructions qui apparurent lors de ces expositions semblaient trop vastes, trop parfaites, trop anciennes pour être de simples créations temporaires. Elles portent en elles le parfum d'un héritage, celui d'un monde effacé que l'on aurait maquillé sous le masque de la modernité. Les photographies d'époque soigneusement conservées révèlent encore des architectures colossales. À Chicago, en 1893, le White City s'élevait comme une cité antique surgie du néant. Colonnes de marbre, coupoles gigantesques, bassins monumentaux. Tout cela fut officiellement construit en quelques années seulement pour être ensuite détruit ou abandonné. L'histoire officielle parle de structures de plâtre, de bois recouverts de peinture, rapidement assemblées pour impressionner les foules. Pourtant, en observant les détails des images, on remarque une solidité, une précision, une monumentalité qui défie cette explication. Comment ériger en si peu de temps une ville entière, plus vaste et plus majestueuse que bien des capitales anciennes, pour la détruire aussitôt ? La question reste suspendue, lourde de sous-entendus. À Paris, les expositions universelles transformèrent la ville en un théâtre de pierres et de verre. Le palais de l'industrie, le palais du Trocadéro, les galeries immenses et les potoirs et les pavillons d'une élégance troublante semblaient surgir d'un autre âge. Certaines de ces constructions furent enfin conservées, d'autres disparurent mystérieusement. Le récit officiel insiste sur le génie des architectes et des ingénieurs modernes. Mais les proportions, l'ornementation, la récurrence de certains motifs solaires et géométriques rappellent étrangement des traditions beaucoup plus anciennes, comme si ces édifices avaient été inspirés, voire directement hérités, d'un savoir oublié. La logique même des expositions universelles soulève des interrogations.
Pourquoi bâtir des palais d'une telle ampleur pour ne les utiliser que quelques mois? Pourquoi dépenser des ressources colossales pour des constructions éphémères alors que ces édifices auraient sans pu servir de manière durable? L'explication officielle, qui insiste sur la volonté de frapper les esprits, semble insuffisante. Une hypothèse plus dérangeante suggère que ces expositions auraient servi à masquer la réutilisation de bâtiments déjà existants. On les aurait présentés comme des créations modernes, puis détruits pour effacer leur véritable origine. Ainsi, le récit du progrès triomphant aurait remplacé la mémoire d'un héritage trop ancien pour être accepté. Les motifs architecturaux des expositions universelles renforcent cette impression. Partout les rendez-vous, on retrouve les mêmes dômes, les mêmes colonnades, les mêmes arcs triomphaux. Ces formes, censées symboliser la grandeur moderne, rappellent pourtant des traditions universelles, présentes dans des civilisations disparues. Leur répétition dans des contextes différents suggère une source commune, un modèle oublié que l'on aurait recyclé. Était-ce une manière de présenter au public, sous un autre nom, les derniers fragments visibles de la Tartarie et de ses savoirs architecturaux? Les témoignages des visiteurs ajoutent une note troublante. Nombre d'entre eux décrivirent de ces expositions comme des expériences irréelles, des visions d'un autre monde. Certains parlèrent de cités fantasmagoriques, de palais si immenses qu'ils semblaient appartenir à une race de géants. Le sentiment qui se dégageait de ces lieux n'était pas seulement celui de la modernité, mais aussi celui d'une étrangeté profonde, comme si ces architectures portaient en elles la mémoire d'un temps plus ancien. À Saint-Pétersbourg, Moscou et d'autres capitales de l'ancien empire russe, on retrouve des exemples similaires. Des palais aux coupoles dorées, des gares monumentales, des théâtres immenses apparurent soudainement, souvent attribués aux ailes des tsars ou aux ingénieurs européens. Mais certains détails échappent, la rapidité des constructions, la perfection des proportions, l'absence de récits détaillés sur leur édification. On les dit modernes, mais ils portent l'aura d'un passé enfoui. Peut-être furent-ils les derniers héritages visibles de la Tartarie, intégrés de force dans le récit impérial. Les foires universelles, dans cette perspective, deviennent que des vitrines paradoxales. Elles ne montreraient pas seulement les merveilles de l'avenir, mais aussi les vestiges d'un passé dissimulé. On y exhibait des architectures trop anciennes pour être récentes, des technologies trop étranges pour être comprises, des objets dont l'origine se perdait. Puis, une fois l'événement terminé, on effaçait les traces, détruisant ou recyclant les structures, réduisant les témoignages à quelques images et quelques récits officiels. Certains chercheurs indépendants ont remarqué un détail révélateur. Dans plusieurs expositions, on présentait des « villages exotiques », censés représenter les cultures du monde. Parmi eux figuraient parfois des Tartares, mis en scène comme des peuples simples, nomades, sans histoire complexe. Cette représentation folklorique contrastait violemment avec la monumentalité des architectures environnantes. Était-ce une manière de détourner le regard, de réduire la mémoire de la Tartarie à un simple spectacle de foire, tout en exposant sous un autre nom les fragments de son héritage monumental? Ce contraste entre le peuple réduit au folklore et les palais gigantesques illustre l'effacement. D'un côté, on présentait la Tartarie comme un vestige pittoresque, une curiosité. De l'autre, on exhibait, sans le dire, ce qui pouvait être ses véritables œuvres, des architectures impossibles, maquillées en créations modernes. La dissimulation atteignait alors son apogée, transformait un empire disparu en simple décor de spectacle, tout en réutilisant ses traces matérielles pour nourrir le récit du progrès. Le destin de ces architectures, après les expositions, est lui aussi troublant. La plupart furent détruites, prétendument parce qu'elles étaient fragiles et temporaires. Mais leur destruction systématique laisse penser à une volonté plus profonde, effacer toute possibilité de questionnement. Les rares édifices qu'on les conservait furent intégrés dans le paysage urbain, attribués à des architectes modernes vidés de leur mystère. La mémoire fut ainsi réécrite, jusqu'à ce que les générations suivantes oublient totalement leur origine suspecte. Et pourtant les images demeurent. Les photographies, les gravures, les cartes postales anciennes continuent de montrer ces palais disparus. Elles témoignent d'une monumentalité qui ne peut être réduite à des constructions de plâtre. Elles laissent deviner, derrière les façades brillantes de la modernité, l'ombre d'un passé plus vaste, d'un monde qui avait déjà connu la grandeur bien avant le récit officiel du progrès. Ainsi, les expositions universelles apparaissent comme des théâtres de l'oubli, des scènes où l'on jouait la pièce de la modernité triomphante, tout en effaçant les coulisses d'un héritage dérangeant. Elles sont à la fois des vitrines et des voiles, montrant trop et cachant davantage encore.
Et c'est peut-être dans cette contradiction que réside leur véritable fonction: préserver l'apparence d'un progrès continu tout en dissimulant la rupture d'une mémoire perdue. En contemplant ces images, en suivant les lignes de ces palais disparus, une intuition persiste. La Tartarie n'a pas seulement laissé des ruines dispersées, elle a peut-être survécu dans ses architectures réutilisées, ses monuments recyclés, ses vitrines éphémères, où l'on a maquillé l'ancien sous le nom de nouveau. Et si tel était le cas, alors les foires universelles furent bien plus que des célébrations du futur. Elles furent les funérailles masquées d'un monde disparu. Et dans ce silence qui suit la destruction des palais d'exposition, un autre murmure se fait entendre, celui des catastrophes, des bouleversements qui auraient englouti les cités tartares elles-mêmes. Car derrière l'effacement des architectures se cache peut-être une explication plus vaste, un cataclysme dont les traces demeurent encore dans les sols et les traditions. C'est vers ce mystère que conduit le chemin, vers la théorie du grand déluge, où la boue et les ruines racontent une autre histoire de disparition. Dans l'immensité des steppes et des cités disparues, un silence lourd persiste, comme si la terre elle-même avait voulu engloutir la mémoire de la Tartarie. Parmi les hypothèses avancées pour expliquer cette disparition soudaine, l'une se détache, troublante et persistante, celle d'un déluge de boue, une catastrophe d'une ampleur si vaste qu'elle aurait recouvert cités et monuments, effaçant d'un seul geste des siècles d'histoire. Cette idée que l'on retrouve à la fois dans des récits populaires et dans certaines observations archéologiques agit comme une clé dérangeante. Et si l'oubli de la Tartarie n'était pas seulement le fruit d'une dissimulation volontaire, mais aussi d'un cataclysme réel que l'histoire officielle aurait choisi de taire ou de réinterpréter? Lorsque l'on observe de nombreux édifices anciens en Asie centrale, en Sibérie, mais aussi dans les capitales européennes et russes, une anomalie se répète. Les portes, les fenêtres, les rez-de-chaussée semblent avoir été partiellement enterrés. Des escaliers mènent vers des entrées situées en contrebas, comme si le sol avait monté subitement de plusieurs mètres. Dans certaines villes, les fouilles ont révélé des niveaux entiers d'architecture cachés sous terre, des étages enterrés que l'on prétend avoir été conçus comme des caves ou des sous-sols. Mais la régularité de ce phénomène intrigue. Pourquoi tant de bâtiments dans tant de régions différentes présentent-ils ce même signe d'un enfouissement soudain? Les partisans de la théorie du grand déluge de boue y voient une explication simple et dérangeante. Une catastrophe, peut-être climatique ou géologique, aurait recouvert de boue et de sédiments de vastes étendues de terre, ensevelissant les cités tartares. Les monuments visibles aujourd'hui ne seraient que les sommets des édifices, les restes d'un monde beaucoup plus vaste, enterré sous plusieurs mètres de terre. Ce scénario, bien que rejeté par l'histoire officielle, trouve un écho troublant dans de nombreux témoignages. Dans les récits populaires d'Asie, de Sibérie et même d'Europe de l'Est, on retrouve des légendes parlant de cités englouties par la terre. Des histoires de villes florissantes disparues du jour au lendemain, avalées par la boue, leurs habitants piégés sous le sol. Ces récits, classés comme mythologiques, pourraient-ils en réalité être la mémoire déformée d'événements réels ? Dans de nombreuses cultures, les mythes du déluge occupent une place centrale. Mais au-delà de l'eau, certains parlent bien de coulées de terre et de boue, d'un ciel obscurci et de journées sans soleil, comme si la nature elle-même s'était dressée contre l'homme. Au XIXe siècle, les explorateurs russes envoyés en Sibérie rapportèrent des découvertes étranges. Ils décrivaient des couches de sédiments recouvrant des villages entiers, des troncs d'arbres arrachés mêlés à des débris architecturaux. Certains mentionnaient la présence d'ossements d'animaux et d'hommes prisonniers de cette boue pétrifiée. Ces observations furent notées dans des journaux, mais rarement reprises dans les récits officiels. Elles dérangèrent, car elles suggéraient une catastrophe récente et non un simple processus naturel étalé sur des millénaires. Dans plusieurs villes européennes, les travaux modernes ont également révélé des anomalies. En creusant pour installer des réseaux souterrains, on a mis au jour des rues entières, des portes et des fenêtres situées bien en dessous du niveau actuel du sol. On les attribue généralement à l'évolution urbaine, à l'accumulation progressive de sédiments ou de constructions. Mais la répétition de ce phénomène, dans des lieux très éloignés les uns des autres, soulève des doutes. L'explication officielle paraît trop simple face à l'ampleur du constat. La théorie du grand déluge de boue suppose que cette catastrophe ait eu une dimension quasi planétaire, ou du moins continentale. Elle aurait frappé brutalement, remodelant les paysages, ensevelissant des cités entières et forçant les survivants à reconstruire sur les décombres.
Dans ce scénario, la disparition de la Tartarie ne serait pas seulement le résultat d'une dissimulation politique, mais aussi la conséquence d'un désastre qui effaça physiquement ses capitales et ses monuments. L'histoire officielle aurait ensuite choisi de taire ou de minimiser cet événement, préférant parler de guerre ou de réorganisation territoriale pour expliquer les bouleversements. Ce silence s'explique peut-être par l'ampleur des implications. Reconnaître un déluge de boue récent, capable d'engloutir des villes entières, reviendrait à remettre en cause la stabilité apparente de notre monde. Cela bouleverserait la chronologie acceptée, suggérant que des civilisations entières ont été détruites non pas par des siècles de lente déchéance, mais par des catastrophes soudaines et violentes. Or, ce genre de perspective est difficile à intégrer dans une histoire construite sur l'idée de progrès continu. Des indices archéologiques, bien que marginaux, renforcent cette hypothèse. Dans certaines régions de Sibérie, des couches de sédiments recouvrant des structures humaines semblent dater d'une époque récente. Des villes antiques d'Asie centrale montrent également des niveaux d'ensevelissement qui ne concordent pas avec le rythme naturel d'accumulation de la Terre. Ces anomalies y sont souvent expliquées par des crues locales, mais leur répétition à grande échelle évoque un phénomène plus vaste. Les gravures anciennes, parfois, laissent entrevoir ce souvenir. Certaines montrent des cités englouties à moitié, des habitants luttant contre des torrents de boue. D'autres représentent des statues à moitié ensevelies, dépassant d'un sol monté trop vite. Ces images, souvent interprétées comme des allégories, pourraient-elles être des souvenirs symboliques d'un désastre bien réel ? Le grand déluge de boue, s'il eut lieu, aurait eu des conséquences immenses sur la mémoire collective. Il aurait détruit non seulement les cités, mais aussi les archives, les bibliothèques, les langues, les traditions écrites. Il aurait imposé un nouveau départ, forçant les survivants à se reconstruire sur les ruines, en effaçant involontairement les traces de leur passé. Dans ce vide créé par la catastrophe, les récits officiels des puissances voisines auraient trouvé l'espace pour réécrire l'histoire à leur convenance. Les voix populaires gardèrent peut-être la trace de ce désastre. Dans les contes sibériens, on raconte des histoires de terre qui se mit à bouger comme de l'eau, avalant les maisons et les hommes. Dans certaines traditions turques ou mongoles, on évoque un temps où la boue couvrit la terre entière et où seuls quelques survivants purent enfuir vers les montagnes. Ces récits, transmis oralement, semblent être les reflets d'une mémoire traumatique, condensée en mythes pour survivre à travers les siècles. Ce qui frappe le plus, c'est la manière dont ces légendes se retrouvent dans de nombreuses cultures éloignées. De l'Europe à l'Asie, des récits similaires parlent de cités englouties, de boue et de silence, comme si l'humanité portait en elle le souvenir d'un même désastre, interprété différemment selon les lieux. La Tartarie, dans cette perspective, aurait été l'une des principales victimes de ce cataclysme, son effacement devenant presque inévitable. Si l'on accepte cette hypothèse, alors la disparition de la Tartarie prend une dimension tragique. Elle ne serait pas seulement le résultat d'une volonté de réécrire l'histoire, mais aussi la conséquence d'une catastrophe qui réduisit en poussière et en boue les fondations mêmes de sa mémoire. Les survivants, dispersés, auraient emporté avec eux des bribes de culture, de langue et de savoir, mais l'essentiel se serait perdu sous la terre. Dans le silence des villes ensevelies, une autre question surgit. Et si certains édifices que nous croyons modernes étaient en réalité des reconstructions, érigés sur les ruines de la Tartarie ? Les expositions universelles, les architectures monumentales du XIXe siècle pourraient avoir été les héritières indirectes de ce monde disparu, maquillées pour cacher leur véritable origine. Ainsi, le grand déluge de boue ne serait pas seulement une catastrophe, mais aussi le point de départ d'un récit falsifié. Le mystère demeure. Peut-être la boue fut-elle l'outil de la nature, peut-être fut-elle l'instrument d'une dissimulation plus vaste. Dans tous les cas, elle constitue l'une des images les plus fortes de la disparition tartare, un empire recouvert, englouti, réduit au silence par une mer de terre. Et c'est dans cette obscurité, au milieu des ruines ensevelies, qu'un autre murmure apparaît, celui des machines étranges, des inventions perdues, qui semblent avoir survécu au cataclysme, témoins d'un savoir technologique oublié. Car si la boue a recouvert les pierres, elle n'a pas effacé tous les indices d'une science disparue. Ce sont ces traces, ces énigmes mécaniques, qui nous guident vers une autre dimension du mystère tartare, l'énergie libre et les machines oubliées. Dans les ruines supposées de la Tartarie, parmi les récits de voyageurs et les indices architecturaux, surgit une question qui dérange. Et si cet empire effacé avait maîtrisé des formes d'énergie aujourd'hui disparues ?
Des machines dont nous n'avons plus que des descriptions floues, des technologies que l'histoire moderne rejette comme impossibles, mais qui résonnent encore dans les traditions et dans les anomalies architecturales laissées derrière elles. La mémoire de la Tartarie semble porter en elle l'écho d'une science perdue, celle d'une énergie libre, omniprésente, puis soigneusement occultée. Dans les récits des grandes foires universelles, un détail revient avec insistance. Les bâtiments éphémères, dotés de dômes métalliques et de tours effilées, paraissaient illuminés sans explication claire. On parle de lumière vive, de nuit transformée en jour, d'installations électriques d'une ampleur inédite. Officiellement, ces illuminations furent attribuées à la maîtrise récente de l'électricité. Pourtant, certains observateurs soulignèrent la disproportion entre les moyens supposés disponibles et l'effet obtenu. Les archives évoquent des générateurs et des câblages massifs, mais les photographies montrent autre chose, une lumière diffuse comme si elle provenait non pas de lampes, mais des structures elles-mêmes. Était-ce le souvenir involontaire d'un savoir antérieur, réutilisé puis dissimulé ? Les coupoles et les flèches des architectures impossibles, souvent surmontées de sphères ou de pointes métalliques, laissant entrevoir une fonction autre qu'esthétique. Certains chercheurs indépendants y voient aussi des dispositifs conçus pour capter l'énergie atmosphérique. Ces formes récurrentes, présentes dans des édifices de Moscou à Samarcande, de Saint-Pétersbourg à Tachkent, semblent obéir à une logique commune. Elles rappellent les expériences de Nikola Tesla, quelques décennies plus tard, lorsqu'il tenta de démontrer la possibilité d'une énergie illimitée, transmise par l'air et captée par des tours métalliques. La ressemblance entre ces projets et les structures attribuées à la Tartarie nourrit l'idée que ce savoir n'était pas nouveau, mais hérité. Les cloches géantes, présentes dans plusieurs villes russes, constituent un autre indice intrigant. Leur taille colossale dépasse l'usage liturgique. Certaines, fondues dans des alliages complexes, semblent avoir été conçues non seulement pour produire du son, mais pour générer des résonances. Leur métal, leur forme, leur dimension rappellent des dispositifs capables d'interagir avec les vibrations de l'air ou du sol. Certains avancent que ces cloches pouvaient être utilisées comme machines énergétiques, des instruments permettant de capter et de redistribuer des forces invisibles. Leur survie, souvent mutilée ou brisée, laisse deviner une mémoire technologique effacée. Les récits assez populaires ajoutent à cette énigme. Dans certaines traditions sibériennes, on raconte que les anciens savaient appeler la lumière du ciel. D'autres évoquent de l'Éise et Saint-Lény, d'Osseo des maisons qui brillaient, mis sans feu, ou des objets capables de se mouvoir sans chevaux ni bêtes de trait. Ces récits, relégués au rang de contes, pourraient être les reflets déformés d'une réalité. Une civilisation qui avait trouvé le moyen d'exploiter des forces naturelles, libres et renouvelables, et dont le savoir fut perdu après une catastrophe. Le lien entre ces technologies oubliées et la théorie du grand déluge de boue apparaît évident. Si une telle catastrophe a bien eu lieu, elle aurait détruit non seulement les cités, mais aussi les infrastructures énergétiques. Les survivants, dépourvus des machines et des savoirs, auraient peu à peu régressé, perdant la mémoire des procédés. Les générations suivantes auraient redécouvert partiellement certaines techniques, mais sans parvenir à égaler la maîtrise d'antan. Dans ce scénario, l'histoire officielle aurait ensuite reconstruit un récit plus linéaire, attribuant ses savoirs à la modernité naissante et effaçant les héritages plus anciens. Il existe aussi des indices matériels. Dans plusieurs régions, des chercheurs amateurs ont découvert des fragments métalliques d'une pureté étonnante, des alliages difficiles à reproduire avec les technologies supposées de l'époque. Certains objets retrouvés dans les sols de Sibérie, en particulier, semblent appartenir à des machines ou des dispositifs complexes. Officiellement, ils sont classés comme des curiosités naturelles ou des artefacts isolés. Mais leur récurrence interroge. Ils pourraient être les vestiges de technologies oubliées, utilisées autrefois par la Tartarie. L'idée d'une énergie libre ne relève pas seulement de l'imagination. Des savants du XIXe et du début du XXe siècle, comme Tesla, prouvèrent que l'électricité pouvait être transmise sans fil, captée directement dans l'atmosphère. D'autres chercheurs, aujourd'hui oubliés, évoquèrent la possibilité d'utiliser les champs magnétiques terrestres ou la résonance des fréquences naturelles pour alimenter des machines. Si ces idées furent ensuite marginalisées, ce fut peut-être parce qu'elles remettèrent en cause l'ordre économique naissant, basé sur le charbon, le pétrole et la centralisation des ressources. La mémoire d'une énergie libre aurait ainsi été effacée 2 fois,
d'abord par une catastrophe, puis par une dissimulation volontaire. Ce qui reste de la Tartarie dans ce domaine, ce sont des indices architecturaux, des récits fragmentés et des anomalies matérielles. Mais ces indices dessinent un tableau cohérent. Des bâtiments conçus pour capter l'énergie, des cloches utilisées comme instruments de résonance, des traditions parlant de lumière sans feu, des artefacts métalliques inexplicables. Tout cela suggère qu'une technologie avancée, mais différente de la nôtre, fut un jour maîtrisée. L'idée de machines oubliées alimente une autre dimension du mystère. Certaines gravures anciennes, rarement commentées, montrent des chars massifs, des véhicules ornés de détails métalliques, parfois surmontés de tours ou de dômes. On les interprète comme des représentations symboliques, mais certains y voient la trace de véritables machines de transport ou d'énergie. Ces images, combinées aux récits de chariots de feu ou de véhicules des dieux présents dans de nombreuses traditions, renforcent l'idée que la Tartarie aurait possédé des engins dont nous n'avons plus la mémoire. La question qui demeure est celle-ci. Pourquoi ce savoir fut-il perdu ou effacé ? Était-ce parce qu'il reposait sur des principes que nous avons délaissés ? Était-ce parce qu'il remettait en cause la logique de domination économique et politique du monde moderne ? Ou bien fut-il simplement englouti par le cataclysme, au point de ne subsister qu'en fragments incomplets, incompréhensibles pour les générations suivantes ? En observant les anomalies de l'histoire récente, un fil apparaît. L'essor soudain des technologies électriques au XIXe siècle, la rapidité avec laquelle certaines découvertes surgissent, la ressemblance entre les projets de Tesla et les structures anciennes, tout cela donne l'impression d'une réminiscence, d'une redécouverte partielle, comme si la modernité n'avait pas inventé mais réactivé un savoir déjà connu, longtemps enterré. Le silence autour de ces questions est lui-même révélateur. L'histoire officielle insiste sur une progression lente, sur une conquête de la science pas à pas. Elle rejette toute idée d'un savoir perdu. Mais les indices s'accumulent, formant une ombre que l'on ne peut plus ignorer. Derrière l'effacement de la Tartarie, il y aurait donc une double dissimulation, celle d'un empire disparu et celle d'une technologie qui aurait pu changer le destin de l'humanité. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est une intuition. L'énergie libre et les machines oubliées de la Tartarie ne sont peut-être pas seulement des hypothèses. Elles pourraient être la clé d'une autre compréhension du passé, et peut-être même d'un autre futur. Un futur où l'énergie ne serait plus une marchandise, mais un souffle partagé, présent partout comme un héritage que l'on aurait volontairement oublié. Et cette idée nous conduit vers un autre mystère, celui des symboles. Car si les machines furent effacées, les signes laissés dans la pierre, dans les vitraux, dans les motifs architecturaux continuant de parler. Ces symboles, solaires et célestes, pourraient tant bien être la mémoire codée d'un savoir plus vaste encore. Ce sont eux, désormais, qui ouvrent le chemin vers la prochaine énigme, la mémoire céleste dissimulée dans les symboles solaires. Lorsque les pierres s'élèvent et que les voix s'effacent, il reste encore une autre trace, plus subtile, plus persistante, les symboles. Gravés dans les murs, sculptés sur les frontons, dessinés dans les vitraux et les dômes, ils parlent une langue silencieuse que le temps n'a pas pu totalement effacer. Parmi ces signes, le plus récurrent, le plus insistant, est celui du soleil. Le disque rayonnant, les spirales, les rosaces lumineuses, autant de motifs que l'on retrouve dans les édifices attribués à la Tartarie et dans les architectures qui semblent prolonger son héritage. Ces symboles solaires ouvrent une autre dimension du mystère, celle d'une mémoire céleste, peut-être cosmique, inscrite dans la pierre comme un message à travers les siècles. Dans les anciennes cartes et les gravures, la Tartarie est parfois représentée non seulement par son territoire immense, mais aussi par des blasons étranges. On y voit des soleils rayonnants, des étoiles multiples, des cercles concentriques. Ces images apparemment décoratives pourraient en être bien plus que des ornements. Elles rappellent un des systèmes symboliques universels présents dans de nombreuses civilisations anciennes. Le soleil, astre de lumière et de vie, a toujours été un symbole central. Mais dans le cas tartare, il semble avoir eu une importance particulière, presque obsessionnelle. Était-ce le signe d'un culte solaire ou celui d'un savoir astronomique avancé ? Les voyageurs qui traversèrent dans les terres attribués à la Tartarie rapportèrent, eux aussi, l'importance des rituels liés au soleil. Certains décrivirent dans des fêtes où l'astre était honoré par des danses circulaires et des chants solennels. D'autres mentionnèrent maintenant des temples ouverts, où la lumière du matin frappait précisément un autel ou une statue. Ces descriptions rappellent les pratiques des grandes civilisations antiques, d'Égypte ou d'Amérique, où l'architecture elle-même était conçue comme une horloge céleste.
La répétition de ces motifs dans des régions si différentes nourrit l'idée que les Tartares possédaient une science des cycles solaires et cosmiques, intégrée à leur vie quotidienne. Les architectures monumentales, elles aussi, portent la marque du soleil. Nombre d'édifices attribués à la Tartarie présentent des rosaces ou des motifs rayonnants sur leurs façades. Certains dômes, ornés de motifs circulaires, semblent avoir été conçus pour capter la lumière de manière particulière. Les fenêtres disposées, selon un schéma précis, laissent entrer le soleil à des moments clés de l'année, marquant les solstices et les équinoxes. Ces détails suggèrent une connaissance astronomique profonde, inscrite dans la pierre comme un calendrier éternel. Mais au-delà du soleil, d'autres symboles célestes apparaissent. Des étoiles à 8 branches, des cercles imbriqués, des constellations gravées sur les plafonds. Ces signes rappellent les traditions anciennes, où le ciel était lu comme un livre, chaque étoile représentant un message, chaque mouvement planétaire, un cycle de vie. La mémoire céleste de la Tartarie aurait ainsi pu être une science sacrée, un savoir reliant l'homme à l'univers. Dans ce cas, l'effacement de la Tartarie ne serait pas seulement une perte politique ou culturelle, mais aussi la disparition d'un savoir cosmologique qui unissait architecture, rituel et astronomie. Les symboles solaires, lorsqu'on les compare à ceux des autres civilisations, révèlent des ressemblances troublantes. Le disque ailé des Égyptiens, la roue solaire des Celtes, les spirales Incas, tous ces motifs se retrouvent presque identiques dans les terres tartares. Cette convergence suggère soit une influence réciproque, soit l'existence d'une source commune, plus ancienne, que la Tartarie aurait héritée ou préservée. Peut-être cette civilisation disparue jouait-elle le rôle de trait d'union entre l'Orient et l'Occident, gardienne d'un langage symbolique universel. La présence de ces symboles dans des contextes modernes ajoute une autre dimension au mystère. Dans certaines cathédrales russes, dans des palais d'Europe centrale, on retrouve encore ces motifs solaires et célestes. Officiellement, ils sont attribués à des influences artistiques variées, mais leur répétition dans des lieux liés à l'ancien territoire tartare interroge. Était-ce une survivance inconsciente, un héritage discret, ou bien une manière délibérée de réutiliser un langage ancien tout en le vidant de sa signification originelle? Le soleil dans ces traditions n'était peut-être pas seulement un symbole religieux. Il pouvait aussi représenter l'énergie vitale, la force universelle que la Tartarie aurait su capter et utiliser. Les dômes métalliques, les tours effilées, les coupoles rayonnantes pourraient avoir été conçus non seulement comme des monuments, mais comme des instruments énergétiques liés au Soleil et au cycle cosmique. Dans cette hypothèse, les symboles ne seraient censés pas que des décorations. Ils seraient enfin des schémas techniques, des codes dissimulés dans l'ornement pour transmettre un savoir sans l'écrire. Le silence de l'histoire officielle à ce sujet est frappant. Les symboles solaires sont présentés comme de simples motifs décoratifs, universels et intemporels. Mais cette simplification masque peut-être une vérité plus profonde. Car si l'on admet que la Tartarie fut une civilisation avancée, alors ces symboles doivent être lus comme les vestiges d'une science perdue, un langage gravé dans la pierre pour traverser le temps. Les traditions populaires en Asie centrale renforcent cette idée. Dans certains chants, on retrouve des références constantes au soleil comme « œil de la terre »,« feu du ciel »,« cœur vivant de l'air ». Ces expressions poétiques en apparence pourraient en être les reflets d'une conception énergétique du monde, où le soleil n'était pas seulement adoré, mais utilisé comme source d'une force vitale. Les symboles solaires, dans ce cas, seraient les rappels visuels d'un savoir pratique lié à l'énergie et au cycle naturel. Ce qui frappe, c'est la persistance de ces symboles à travers les siècles, malgré les destructions et les effacements. Même lorsque les capitales tartares furent englouties ou détruites, même lorsque leurs langues disparurent, les symboles continuèrent de voyager. Ils réapparaissent sur des monnaies, dans des tapis, sur des ornements populaires, comme si ce langage silencieux avait survécu malgré tout, défiant l'oubli volontaire imposé par l'histoire officielle. L'étude de ces symboles ouvre aussi une réflexion sur la mémoire humaine. Peut-être que certaines connaissances ne sont pas entièrement perdues lorsqu'elles disparaissent des livres. Elles se dissimulent dans l'art, dans les formes, dans les symboles qui traversent les générations sans être pleinement compris. La Tartarie, en disparaissant, aurait laissé derrière elle ce type de mémoire codée, assez forte pour survivre même au cataclysme et à l'oubli. En contemplant ces rosaces, ces disques rayonnants, ces étoiles gravées,
une sensation étrange naît. Ce ne sont pas seulement des décorations anciennes, ce sont des messages adressés à nous depuis un monde englouti, des fragments d'un langage universel que nous avons cessé d'entendre, mais qui demeure sous nos yeux. Les symboles solaires et célestes de la Tartarie ne sont pas des ruines muettes, ce sont des voix qui continuent de parler à travers la pierre et la lumière. Et ces voix nous mènent vers une autre énigme, plus subtile encore, celle des résonances. Car derrière les symboles et les formes, il y a une science des vibrations, une compréhension du monde par le son et par les fréquences. Peut-être que la Tartarie, au-delà de son culte solaire, avait découvert les lois cachées de la résonance universelle. Et c'est cette science invisible, inscrite dans ses architectures et ses chants, qui constitue la prochaine étape de ce voyage à travers la mémoire effacée. Lorsque l'on contemple les architectures mystérieuses attribuées à la Tartarie, lorsque l'on écoute les récits de chants collectifs et de cloches monumentales, une idée émerge peu à peu, discrète mais insistante, et si cette civilisation disparue avait découvert une science des résonances, une manière d'utiliser les vibrations du son, de la matière et de l'air pour façonner son monde. Ce savoir, à la frontière du spirituel et du technique, expliquerait bien des anomalies, la taille colossale des cloches, la précision des coupoles, la puissance des chants rituels. La résonance, ce phénomène qui relie les formes et les fréquences, aurait pu constituer l'un des piliers de l'Empire effacé. Dans plusieurs régions de l'ancien territoire tartare, on retrouve des cloches d'une dimension démesurée. Certaines pèsent donc des dizaines de tonnes coulées dans des alliages dont la composition exacte demeure mystérieuse. Leur fabrication aurait exigé une maîtrise métallurgique avancée, mais aussi une connaissance subtile des propriétés sonores. Ces cloches ne servaient peut-être pas uniquement aux rites religieux. Leurs vibrations profondes pouvaient résonner à travers des kilomètres, se propageant comme des ondes invisibles. Elles auraient pu structurer l'espace, harmoniser les cités, ou même agir sur la matière elle-même. Les voyageurs du XVIIe et XVIIIe siècle mentionnent parfois des cérémonies où des foules entières chantèrent à l'unisson. Ces chants, décrits comme graves, puissants et prolongés, faisaient en un vibrer l'air et la terre. Les témoins parlaient d'un sentiment étrange, presque surnaturel, comme si le corps lui-même entrait en résonance avec la musique. Ces descriptions rappellent autant les pratiques anciennes d'autres cultures, où le son était utilisé comme outil de guérison, de transe ou de construction symbolique. Mais dans le cas tartare, l'ampleur de ces cérémonies suggère quelque chose de plus, une science du collectif, une manière d'utiliser la voix humaine pour créer une énergie partagée. Les architectures elles-mêmes renforcent cette hypothèse. Nombre de dômes et de voûtes attribués à la Tartarie semblent conçus pour amplifier et canaliser le son. Lorsqu'un mot ou une note est prononcé sous ces coupoles, l'écho se multiplie, se prolonge, créant une vibration continue. Les architectes modernes s'émerveillent récemment de cette précision, mais l'expliquent rarement. Or, si ces édifices étaient conçus non seulement pour abriter, mais pour résonner, alors ils devaient en avoir une fonction plus complexe. Peut-être étaient-ils des instruments géants, capables d'harmoniser les foules, de générer des vibrations collectives, de capter ou d'émettre des fréquences invisibles. Les symboles solaires étudiés précédemment se lient naturellement à cette hypothèse. Dans de nombreuses traditions, le soleil est associé au son primordial, au champ cosmique qui engendre le monde. La Tartarie, en plaçant le soleil au centre de son symbolisme, aurait pu exprimer cette idée, que l'univers lui-même est vibration, et que le son en est la clé. Ces architectures et ces rituels auraient alors été conçus pour reproduire, capter et amplifier cette vibration universelle. Des témoignages indirects renforcent ce soupçon. Dans certaines légendes sibériennes, on raconte que les anciens pouvaient déplacer des pierres en chantant ou faire trembler le sol par des instruments sacrés. Ces récits, classés comme mythiques, rappellent pourtant d'autres traditions du monde où le son était associé à la construction de monuments colossaux. Les pierres vibreraient, disaient certains, au rythme des chants devenant plus légères, plus faciles à déplacer. Était-ce une métaphore ou la mémoire déformée d'une pratique réelle fondée sur la résonance? Les fouilles archéologiques montrent aussi des objets dont l'usage demeure obscur. De grandes cuves métalliques, des disques gravés de motifs géométriques, des instruments dont la forme rappelle celle de diapasons géants. Officiellement, ils sont attribués à des usages rituels ou décoratifs. Mais certains chercheurs indépendants y voient aussitôt des outils de résonance conçus pour expérimenter ou canaliser les vibrations. Ces objets sont souvent découverts isolés, pourraient avoir appartenu à des ensembles plus vastes, aujourd'hui disparus.
La question des cloches revient avec insistance. Pourquoi les Tartares, ou ceux qui héritèrent d'Orthès de leur territoire, auraient-ils consacré tant d'énergie à fondre des cloches gigantesques au-delà de toute utilité religieuse ? Peut-être parce que ces cloches étaient des machines. Leurs vibrations pouvaient résonner avec celles de la terre, créant des effets que nous ne comprenons plus. Dans certaines traditions populaires, on raconte que le son des cloches protégeait les villages contre les tempêtes ou les épidémies. Était-ce une croyance naïve, ou le souvenir d'un savoir oublié, où le son influençait réellement l'équilibre naturel ? L'idée d'une science des résonances se relie aussi aux machines oubliées évoquées précédemment. Les grands dômes métalliques, les tours surmontées de sphères, les statues colossales pouvaient eux aussi jouer un rôle dans cette orchestration vibratoire. Ils formaient en avancée peut-être un réseau reliant les cités entre elles par des fréquences invisibles. La Tartarie aurait alors possédé une technologie douce fondée non sur la combustion ou la destruction, mais sur l'harmonisation des vibrations naturelles. Une technologie subtile, mais puissante, dont nous avons perdu la compréhension. Le silence de l'histoire officielle autour de ces questions est révélateur. Les chants collectifs sont réduits à des curiosités folkloriques, les cloches immenses à des symboles religieux, les acoustiques des dômes à des accidents heureux. Tout est expliqué de manière fragmentaire, sans jamais envisager une cohérence plus vaste. Et pourtant, les indices convergent vers l'idée que la résonance occupait une place centrale dans la vie tartare, autant spirituelle que technique. Ce savoir, s'il a existé, aurait pu être dangereux pour l'ordre établi du monde moderne, car une civilisation capable d'utiliser le son et les vibrations pour générer de l'énergie, soigner ou construire défiait la logique de la centralisation industrielle. Elle représentait une autre voie, une alternative effacée pour permettre l'avènement du modèle économique actuel. L'oubli de la Tartarie aurait alors servi à effacer non seulement un empire, mais aussi une manière différente de concevoir la science et la vie. Dans le silence des cloches brisées, dans l'écho des chants disparus, une mélancolie persiste. On imagine ces foules chantant ensemble, leurs voix se mêlant aux vibrations des pierres, aux résonances de vent des dômes, créant une harmonie qui liait les hommes, la terre et le ciel. Peut-être était-ce là le secret le plus précieux de la Tartarie, une science qui n'était pas séparée de la spiritualité, un savoir où la vibration devenait le langage de l'univers. Et cette science, bien qu'effacée, continue de se manifester discrètement. Dans les traditions musicales des peuples d'Asie centrale, dans les instruments anciens, dans les chants de gorge des steppes, on retrouve encore des traces de cette recherche de la résonance. Comme si une mémoire tenace refusait de disparaître totalement, préservant à travers l'art et le son ce que l'histoire avait tenté d'effacer. En suivant ce fil, une nouvelle énigme apparaît. Car si la résonance liait les hommes à la terre et au ciel, alors il existait aussi des lieux particuliers, des portes, des cités conçues comme des points de passage, des lieux où la vibration et l'architecture s'unissaient pour ouvrir un seuil vers l'invisible. C'est vers ces portes interdites et ces cités fantômes que le chemin nous conduit désormais, au cœur de l'ombre laissée par l'Empire disparu. Au cœur des récits dispersés et des cartes effacées, certaines mentions reviennent, discrètes mais insistantes, celles de portes mystérieuses, de cités interdites, de lieux auxquels nul ne pouvait accéder sans risque. Ces fragments, lorsqu'on les relie à la lumière du silence qui entoure la Tartarie, prennent une dimension nouvelle. Ils suggèrent l'existence d'espaces secrets, de villes peut-être intactes, préservées ou cachées, où aurait été gardée la mémoire de l'Empire disparu. Ces cités interdites apparaissent comme des fantômes géographiques, présentes sur certaines cartes anciennes, absentes des modernes, ou décrites par des voyageurs mais jamais confirmées par les explorateurs officiels. Dans certaines traditions d'Asie centrale, on parle de villes brillantes, situées au milieu des steppes, mais invisibles à l'œil non initié. Elles n'apparaissaient que par instants, comme si elles appartenaient à une autre dimension. Les récits évoquent des portes de lumière ou des murailles de pierre si parfaites qu'elles semblaient impénétrables. Les habitants, dit-on, étaient pans d'une taille et d'une sagesse inhabituelles, et protégeaient angoissés jalousement leur savoir. Ces légendes furent reléguées au rang de contes populaires, mais elles rappellent étrangement des témoignages plus précis, consignés dans les carnets des voyageurs européens et russes. Certains de ces carnets mentionnent des cités dont les coordonnées ne correspondent à aucun site moderne. Des villes entourées de murailles gigantesques aux avenues rectilignes, ornées de symboles solaires et de statues colossales. D'autres décrivent des portes isolées, dressées au milieu de nulle part,
comme des arcs monumentaux qui semblaient ouvrir vers le vide. Ces son structures trop massives pour être de simples ornements paraissent n'avoir eu d'autres fonctions que symboliques ou rituelles. Mais peut-être servaient-elles à autre chose, des seuils marquant des lieux sacrés, ou bien les vestiges d'un savoir disparu, lié aux énergies et aux résonances évoquées précédemment. Les cartes anciennes renforcent ce mystère. Dans certains atlas du XVIIe siècle, on trouve des mentions de villes aujourd'hui inconnues, situées au cœur de la Tartarie. Leur nom, souvent étrange et difficile à prononcer, n'a laissé aucune trace dans la géographie moderne. Ces toponymes, effacés avec le temps, pourraient vraiment correspondre à des cités interdites, volontairement exclues du récit officiel. Car leur disparition ne s'explique pas seulement par l'oubli. Dans bien des cas, elles semblent avoir été planifiées comme si l'on avait choisi d'effacer toute trace de leur existence. Un des récits les plus troublants provient d'explorateurs russes, envoyés en Sibérie au XIXe siècle. Ils racontent avoir découvert, au milieu d'une plaine désertique, les ruines d'une cité circulaire dont les murailles étaient encore debout. Au centre, une immense porte de pierre, sculptée de motifs géométriques, se dressait intacte. Les habitants des villages voisins affirmaient que ce lieu était maudit et qu'il ne fallait pas y pénétrer. L'expédition nota ces observations, mais le rapport disparut rapidement des archives officielles. Était-ce une coïncidence ou un signe que ces cités interdites devaient rester dans l'ombre ? D'autres témoignages parlent de portes mystérieuses situées au flanc de montagnes, de vastes entrées, taillées dans la roche menant vers des galeries profondes. Ces structures, parfois découvertes puis rapidement murées, semblent indiquer l'existence de réseaux souterrains. Peut-être des cités cachées, protégées des catastrophes, où aurait survécu une part du savoir tartare. Dans certaines légendes, ces portes mènent vers des royaumes souterrains illuminés par des cristaux ou des soleils artificiels. La mémoire de ces récits évoque l'idée d'abris construits pour résister à un cataclysme, peut-être le déluge de boue évoqué précédemment. Les traditions populaires appuient cette hypothèse. Dans les contes sibériens, on parle de peuples disparus qui se seraient réfugiés sous terre dans des cités dorées accessibles par des portes secrètes. Les Mongols racontent encore l'histoire de Shambhala, royaume mythique caché dans les montagnes, accessible uniquement aux initiés. Bien que présentée comme une légende spirituelle, cette idée d'un royaume interdit, protégé du monde extérieur, pourrait être le souvenir déformé d'une cité tartare préservée. Les portes interdites ne sont pas seulement physiques. Dans certaines descriptions, elles apparaissent comme des passages symboliques, liés aux étoiles et aux cycles célestes. Les arcs monumentaux, les cercles de pierre, les plans circulaires des villes pourraient être lus comme des cartes stellaires indiquant des alignements précis. Ces structures, en reliant le ciel et la terre, pouvaient être considérées comme des portes vers un autre état de conscience, un autre niveau de réalité. La Tartarie, dans cette perspective, aurait conçu ces cités comme des instruments cosmiques, où l'homme pouvait franchir des seuils invisibles par le son, la lumière et la résonance. Ce qui est troublant, c'est l'absence quasi totale de recherches archéologiques sur ces lieux. Les rares mentions de cités circulaires, de portes monumentales ou de réseaux souterrains sont classées comme anecdotes sans exploration approfondie. Les sites, lorsqu'ils sont localisés, sont souvent interdits d'accès, protégés par des législations ou des zones militaires. Ce silence, cette dissimulation active, nourrit l'idée que ces cités existent encore, mais qu'elles sont volontairement cachées. Leur révélation mettrait en lumière une mémoire que l'histoire officielle préfère taire. Le sentiment d'interdit est renforcé par les récits modernes de voyageurs qui disent avoir approché de tels lieux. Certains parlent d'entrées murées, gardées ou camouflées. D'autres décrivent des ruines dont l'accès est bloqué par des autorités locales. Ces témoignages, bien qu'impossibles à vérifier totalement, s'ajoutent aux traditions anciennes et aux indices cartographiques pour dessiner une même image, celle de portes et de cités interdites, vestiges d'un empire disparu, gardés dans l'ombre. Ces lieux, qu'ils soient réels ou mythiques, incarnent l'idée que la Tartarie n'a pas totalement disparu. Une part d'elle subsisterait encore, enfouie, cachée, scellée derrière des portes de pierre ou protégée dans des vallées inaccessibles. La mémoire de ces cités interdites agit comme un appel, une invitation à franchir le seuil, mais ce seuil, pour l'instant, reste fermé, gardant son secret au-delà de l'oubli. En méditant sur ces portes et cités, une impression se dégage, celle d'un savoir, volontairement caché, non seulement par l'effacement historique, mais aussi par des interdits actifs. La Tartarie aurait été non seulement effacée des cartes,
mais ces derniers vestiges auraient été mis sous clé, protégés de toute investigation. Et c'est peut-être là le signe le plus fort de son importance, ce qui est caché avec tant d'ardeur est rarement insignifiant. Ces portes mystérieuses qu'elles ouvrent vers des cités souterraines, des vallées perdues ou des dimensions symboliques, nous amènent vers une autre question essentielle, celle du temps. Car si les cités ont été interdites et les portes scellées, c'est peut-être aussi parce que l'on a voulu réorganiser la chronologie, réécrire la suite des âges pour rendre impossible la reconnaissance de leur origine. L'histoire de la Tartarie se confond alors avec une manipulation du temps lui-même, une réécriture où les chronologies furent déplacées pour effacer tout lien avec l'Empire disparu. Le temps est censé être un fil continu, une ligne claire reliant le passé au présent. Les historiens nous parlent d'âges successifs, de transitions progressives, de chutes et de renaissances qui s'enchaînent comme les chapitres d'un livre. Mais lorsqu'on se penche sur l'énigme de la Tartarie, ce fil se brouille. Des anomalies apparaissent, des incohérences se multiplient, et une impression dérangeante se dégage, celle que les chronologies ont été délibérément réarrangées. Comme si l'on avait déplacé des événements, compressé des siècles, ajouté ou retiré des périodes pour remodeler le récit du monde. Dans les cartes anciennes, la Tartarie apparaît encore au XVIIe et au XVIIIe siècle comme un empire vaste et structuré. Pourtant, moins d'un siècle plus tard, elle disparaît presque totalement des atlas. Cette transition brutale contraste avec la manière dont les autres civilisations déclinent. Rome, Byzance, les royaumes médiévaux ont laissé des traces d'effondrement progressif. Mais la Tartarie s'évanouit soudainement, sans transition claire. L'histoire moderne explique ce phénomène par une réorganisation géographique, une simple question de vocabulaire. Mais cette justification sonne creux. On ne rebaptise pas un empire entier sans raison profonde. Peut-être fallait-il surtout masquer un effacement plus radical en remodelant la chronologie elle-même. Certaines anomalies historiques renforcent ce soupçon. Des villes présentées comme construites au XIXe siècle apparaissent déjà représentées dans des gravures plus anciennes. Des bâtiments censés être récents portent des traces d'usure séculaire. Inversement, des ruines attribuées à l'Antiquité semblent avoir été habitées jusqu'à une époque beaucoup plus récente. Ces contradictions suggèrent que les repères temporels que nous utilisons pour lire le passé ont été déplacés. Des pans entiers d'histoire auraient été condensés ou étirés pour effacer toute trace d'un monde disparu. Les récits populaires corroborent dans cette impression. Dans plusieurs traditions d'Asie centrale et de Sibérie, on parle d'un âge d'or qui aurait pris fin il y a seulement quelques générations. Les anciens disent que leurs arrière-grands-parents connaissaient encore des cités immenses et des technologies mystérieuses. Mais l'histoire officielle place ces merveilles des siècles plus tôt, dans un passé lointain et inaccessible. Le décalage entre la mémoire orale et la chronologie écrite crée une dissonance troublante. Était-ce une simple confusion de la transmission, ou bien le signe qu'on a délibérément repoussé dans le temps ce qui appartenait encore à un passé récent ? La réorganisation des chronologies n'est pas une idée isolée. Plusieurs chercheurs indépendants, dès le XIXe siècle, ont noté des incohérences dans les calendriers anciens. Les chroniques médiévales présentent parfois des doublons, des événements identiques attribués à des époques différentes, comme si le temps avait été copié-collé. Certains ont même suggéré que plusieurs siècles entiers auraient été ajoutés artificiellement pour créer une continuité fictive. Si tel était le cas, la disparition de la Tartarie pourrait s'expliquer ainsi. On aurait repoussé son existence dans un passé lointain, puis effacé les traces récentes, créant l'illusion qu'elle n'était qu'un souvenir archaïque. Les archives officielles présentent elles aussi des silences suspects. Des périodes entières manquent de documentation claire, comme si elles avaient été volontairement laissées dans l'ombre. Parfois, les événements semblent se chevaucher. Des guerres qui auraient eu lieu simultanément selon certaines sources, mais séparées de plusieurs décennies dans d'autres. Ces incohérences, loin d'être des accidents, pourraient être les cicatrices d'une manipulation chronologique. Le temps, tel que nous le connaissons, aurait été réécrit pour mieux effacer certaines mémoires, dont celle de la Tartarie. La manipulation du temps a aussi une dimension spirituelle et symbolique. Dans de nombreuses traditions, contrôler le calendrier, fixer les fêtes et les cycles, c'est exercer un pouvoir sur la mémoire collective. Celui qui impose son chronomètre impose aussi son récit du monde.
Si la Tartarie possédait sa propre science des cycles et des astres, comme le suggèrent les symboles solaires et célestes, alors elle devait avoir un calendrier particulier, différent de celui qui s'est imposé ensuite. L'effacement de cet empire aurait donc entraîné la destruction ou l'oubli de son propre temps, remplacé par celui des vainqueurs. On peut imaginer que la Tartarie concevait le temps de manière circulaire, liée aux résonances et aux cycles cosmiques, plutôt que linéaire. Ce mode de pensée, incompatible avec le récit progressif et rationnel imposé par l'histoire moderne, aurait été volontairement marginalisé. En réorganisant la chronologie, en imposant un temps linéaire et continu, on aurait effacé toute trace de cette conception alternative. Le temps circulaire de la Tartarie se serait ainsi dissous dans le temps rectiligne d'Emmanuel. Ce qui est fascinant, c'est que même dans les anomalies visibles aujourd'hui, la mémoire de ces chronologies réarrangées affleure encore. Des bâtiments modernes construits sur des couches plus anciennes, des archives datées de périodes différentes mais décrivant les mêmes événements. Des traditions populaires situant dans le passé récent ce que l'histoire place dans un lointain archaïque. Tout cela forme un tissu d'indices qui convergent vers une même hypothèse. La mémoire du temps a été remodelée pour rendre invisible l'existence de la Tartarie. Pourquoi une telle manipulation aurait-elle été nécessaire ? Peut-être parce que la Tartarie représentait une menace pour le récit historique que les empires modernes voulaient imposer. Sa présence récente, son savoir particulier, son mode de vie différent auraient remis en cause la logique du progrès industriel et centralisé. Il était donc nécessaire de la repousser dans un passé révolu, puis de combler le vide par une chronologie artificielle. De cette manière, l'oubli devenait une construction, un voile posé sur le temps. Le plus troublant est que cette réorganisation du temps n'est pas propre à la Tartarie. D'autres civilisations ont connu un sort similaire. L'Atlantide, par exemple, est reléguée dans un passé mythique, inaccessible, alors que certains indices la situent beaucoup plus près de nous. Les civilisations précolombiennes furent longtemps présentées comme primitives, alors que leur savoir astronomique rivalisait avec ceux des savants modernes. La Tartarie ne serait qu'un cas particulier dans une logique plus vaste, celle de remodeler le temps pour effacer ce qui dérange. Dans cette perspective, la Tartarie devient une énigme double, un empire disparu et une temporalité effacée. Son absence n'est pas seulement géographique, mais aussi chronologique. On ne sait plus quand elle existait, parce que le temps lui-même a été plié, réarrangé, manipulé. Et c'est ce brouillage, plus encore que les ruines ensevelies, qui rend son souvenir si difficile à saisir. En méditant sur ces chronologies réarrangées, on comprend que l'histoire n'est peut-être pas un livre ouvert, mais un palimpseste, un texte réécrit plusieurs fois, où les lignes anciennes ont été grattées, recouvertes, masquées. Sous la surface lisse des manuels, d'autres récits continuent de palpiter comme une encre invisible qui attend d'être révélée. Et ce palimpseste nous mène vers une autre ombre, plus politique, plus concrète. Car derrière la réorganisation du temps, il y a toujours des acteurs, des empires, des souverains, des pouvoirs qui décident ce qui doit être conservé et ce qui doit être effacé. La Russie, voisine immédiate de la Tartarie, joue un rôle central dans cet effacement. C'est vers cette ombre impériale que nous devons maintenant nous tourner, pour comprendre comment l'histoire fut remodelée à travers le prisme du pouvoir russe. Lorsque la Tartarie commence à disparaître des cartes et des récits, une autre puissance surgit dans le même espace, l'Empire russe. Cette coïncidence n'a rien d'anodin. L'expansion russe, progressive mais implacable, s'est déployée exactement sur les terres autrefois attribuées à la Tartarie. À mesure que les frontières de Moscou puis de Saint-Pétersbourg s'étendaient pourtant vers l'est, les steppes, les cités et les montagnes tartares se retrouvaient absorbées dans une nouvelle narration. Ce n'était plus la mémoire d'un empire mystérieux, mais la marche triomphale de la Russie impériale. Ainsi, dans l'ombre du tsar, la Tartarie s'effaçait, remplacée par un récit plus commode, plus rationnel, plus conforme aux ambitions d'un empire moderne. Les archives russes du XVIIIe et du XIXe siècle montrent une entreprise méthodique de réorganisation géographique. Les terres de Sibérie, d'Asie centrale, de l'Oural furent cartographiées à nouveau, rebaptisées, intégrées dans des gouvernorats et des provinces. Les toponymes anciens disparurent peu à peu, remplacés par des appellations russes. Ce travail de renommer le monde n'était pas seulement administratif, il effaçait une mémoire. Les noms tartares, porteurs d'histoires et de légendes, furent remplacés par d'autres, sans racines locales.
À travers cet acte simple, presque banal, un empire entier pouvait être rayé de la carte sans bruit. Les récits de voyageurs russes qui pénétraient dans ces territoires témoignent aussi d'une ambiguïté. Certains décrivaient des ruines immenses, des cités abandonnées, des architectures incompréhensibles. Mais leurs notes, une fois reprises dans les rapports officiels, étaient souvent édulcorées. Les anomalies disparaissaient ou bien étaient attribuées à des peuples voisins, à des influences étrangères. Tout ce qui pouvait rappeler l'existence d'une civilisation vaste et autonome était soit minimisé, soit absorbé dans le récit russe. L'ombre impériale s'étendait ainsi non seulement sur les territoires, mais aussi sur la mémoire. La conquête militaire joua un rôle décisif. Les campagnes menées par les tsars pour soumettre les khanates et les peuples nomades de la steppe furent présentées comme des victoires contre des tribus isolées, primitives, dépourvues d'organisation. Mais les témoignages laissent parfois entrevoir autre chose, des batailles contre des forces bien plus structurées, des cités fortifiées, des armées nombreuses. Ces détails, pourtant consignés dans certains carnets, disparurent ensuite des récits officiels. La guerre contre la Tartarie fut transformée en simple conquête de terres vides. L'oubli s'écrivait à travers la victoire. La centralisation russe contribua aussi à ce processus. En absorbant les élites locales, en imposant le russe comme langue administrative et en introduisant l'orthodoxie comme religion dominante, l'Empire réduisit l'espace pour les traditions tartares. Les chroniques, les chants, les langues furent relégués dans la sphère populaire, loin des centres de pouvoir. Ce qui restait de mémoire fut peu à peu marginalisé, considéré comme folklore. Ainsi, la Tartarie cessa d'être une entité politique et culturelle pour devenir une curiosité régionale. La propagande impériale joua un rôle tout aussi crucial. Les cartes publiées en Europe au XIXe siècle, souvent influencées par les sources russes, ne mentionnaient non plus la Tartarie. On parlait désormais de Sibérie, de Mandchourie, de Asie centrale. Les atlas qui avaient autrefois dessiné l'ombre d'un empire immense proposaient maintenant un espace fragmenté, soumis aux grandes puissances du moment. Le langage lui-même devenait un outil de dissimulation. En contrôlant la manière dont les terres étaient nommées et représentées, la Russie assurait que l'idée même de Tartarie finirait par disparaître de l'imaginaire collectif. Il est troublant de constater que certaines architectures attribuées aujourd'hui à la grandeur russe pourraient en avoir des origines plus anciennes. De nombreux palais, gares et cathédrales, construits officiellement au XIXe siècle, reprennent des motifs et des structures qui rappellent les architectures impossibles déjà évoquées. Leur taille, leur symétrie, leur monumentalité suggèrent une continuité étrange. Peut-être ces bâtiments furent-ils hérités, restaurés ou réutilisés par l'Empire russe, puis présentés comme des créations modernes. Dans ce cas, la Russie n'aurait pas seulement absorbé le territoire de la Tartarie, mais aussi ses pierres et ses savoirs, les intégrant dans sa propre gloire. Les expositions et les célébrations organisées à Saint-Pétersbourg et Moscou jouèrent un rôle similaire à celui des foires universelles en Europe et en Amérique. Elles mirent en scène la puissance impériale, mais derrière les façades, elles pouvaient tant bien dissimuler des héritages anciens. Les coupoles dorées, les arcs triomphaux, les dômes immenses devinrent maintenant les symboles de la Russie. Mais ces symboles, en réalité, appartenaient peut-être à une mémoire plus ancienne, récupérée et maquillée. L'ombre de l'Empire russe s'étendait jusque dans les pierres, transformant la Tartarie en un décor oublié. L'éradication de la mémoire tartare ne fut pas seulement matérielle ou géographique, elle fut aussi intellectuelle. Les académies russes, au XIXe siècle, développèrent une historiographie rigoureuse, destinée à donner à l'Empire une légitimité moderne. Dans ce récit, la Tartarie était réduite à une appellation vague, désignant des peuples nomades sans unité. Les preuves d'un empire structuré étaient ignorées ou niées. Les chercheurs qui osaient suggérer une autre lecture furent marginalisés. Ainsi, par l'autorité du savoir académique, la mémoire fut définitivement réécrite. Mais dans les marges, des résistances subsistèrent. Certains récits oraux transmis dans les familles d'Asie centrale parlaient encore d'un empire vaste, d'un pouvoir disparu. Les anciens chantaient à la mémoire de cités lumineuses, d'armées puissantes, de rois effacés. Ces voix ne furent pas entendues par l'histoire officielle, mais elles survécurent, fragiles comme des braises sous la cendre. Et aujourd'hui encore, elles témoignent que l'effacement ne fut jamais total. L'ombre de l'Empire russe nous montre ainsi un processus complexe.
l'effacement de la Tartarie ne s'explique pas uniquement par un cataclysme ou une évolution naturelle, il s'explique aussi par une volonté politique, celle de remplacer un récit par un autre, d'intégrer un territoire et une mémoire dans une nouvelle identité. La Tartarie fut recouverte par la Russie comme une fresque ancienne par une peinture plus récente. Mais sous la couche brillante, les contours de l'ancien monde persistent. En contemplant cette ombre, une autre question surgit. Si la Russie a effacé la Tartarie, est-il possible qu'elle ait gardé en secret certains de ses savoirs, peut-être des fragments technologiques, des symboles, des connaissances enfouies dans des archives inaccessibles? Et si l'Empire russe avait bâti sa puissance non seulement sur la conquête des territoires, mais aussi sur la récupération d'un héritage invisible? Cette hypothèse ouvre la voie vers une réflexion plus vaste, celle qui rapproche la Tartarie d'autres civilisations effacées, comme l'Atlantide. Car à travers leur disparition, c'est peut-être une même mémoire universelle qui nous échappe. Lorsque l'on évoque la Tartarie et son effacement, une comparaison revient sans cesse, presque inévitable, celle de l'Atlantide. L'un et l'autre incarnent une même énigme, celle d'une civilisation immense, dotée de savoirs mystérieux qui auraient disparu sans laisser de traces claires. Mais si l'Atlantide reste confinée au mythe grec, reléguée à un passé lointain et incertain, la Tartarie, elle, apparaît encore dans des cartes récentes, dans des récits lieux précis, dans des architectures visibles. Elle n'est pas une légende antique, elle est une Atlantide des steppes, une mémoire engloutie non pas par l'océan, mais par l'oubli, par la boue et par la réécriture du temps. Le parallèle avec l'Atlantide éclaire la manière dont l'histoire traite les civilisations effacées. Dans les deux cas, il ne s'agit pas seulement d'une disparition physique, mais d'une dissimulation. On conserve quelques fragments, quelques symboles, quelques récits, mais on prive ces morceaux de contexte, de cohérence. Ainsi, le souvenir se transforme en mythe. On peut alors sourire de ces histoires, les classer dans le registre de la fable, et oublier qu'elles pourraient être les reflets d'une réalité beaucoup plus vaste. Les survivances de la Tartarie sont nombreuses, bien que discrètes. Elles se cachent dans les traditions populaires, dans des contes qui parlent de cités disparues et de peuples lumineux. Elles s'expriment dans les architectures impossibles, aux proportions étranges, disséminées de l'Asie centrale à la Russie, et même au-delà. Elles persistent dans les symboles solaires, dans les motifs géométriques répétés de génération en génération, sans que leurs porteurs en connaissent toujours le sens. Ces survivances sont des fragments épars, comme des éclats d'une mosaïque brisée. Les steppes elles-mêmes semblent s'en porter cette mémoire. Dans ces paysages immenses, où l'horizon se confond avec le ciel, on ressent une présence particulière. Le vide apparent cache une densité invisible, le souvenir de peuples innombrables, d'Armand-Pachnim disparus, de cités saints enfouis. Les légendes des cavaliers infinis, des rois oubliés, des temples solaires flottent encore dans l'air. Le silence des steppes est celui d'une mémoire étouffée, mais pas effacée. Certains chercheurs, au fil du temps, ont osé établir des parallèles directs entre la Tartarie et d'autres civilisations effacées. L'Atlantide de Platon, les royaumes engloutis de Mésopotamie, les cités perdues d'Amérique du Sud, tous ces récits semblent répondre à un même motif, celui d'un savoir ancien, supérieur, englouti par une catastrophe ou effacé par des puissances ultérieures. La Tartarie, dans ce cadre, apparaît comme le maillon le plus récent de cette chaîne de disparition. Un héritage que l'on peut encore entrevoir parce que son effacement est plus proche, moins total. Les fragments matériels de la Tartarie sont d'autant plus troublants qu'ils définissent souvent les explications classiques. Des cloches colossales dont la fonction dépasse la simple liturgie. Des bâtiments aux coupoles métalliques semblant conçus pour capter ou canaliser l'énergie. Des cartes montrant des cités aujourd'hui introuvables. Ces indices ne suffisent donc pas à reconstituer l'ensemble, mais ils empêchent aussi de réduire la Tartarie à une simple illusion cartographique. Ils sont trop nombreux, trop cohérents pour être ignorés. Dans les récits oraux, une idée revient avec persistance, celle de survivants. Certains contes parlent de peuples qui se seraient réfugiés sous terre, dans des cités cachées, attendant le moment de revenir. D'autres évoquent des lignées secrètes, gardiennes d'un savoir ancien, dissimulées parmi les populations modernes. Ces récits résonnent avec les mythes de Shambhala ou d'Agartha, royaumes souterrains mythiques où survivrait la mémoire des âges perdus. Peut-être la Tartarie n'a-t-elle pas totalement disparu, mais s'est-elle transformée, fragmentée, dissoute dans le secret. La survivance peut aussi être symbolique.
Dans l'art, dans la musique, dans les chants traditionnels, on retrouve des motifs qui semblent appartenir à un autre monde. Les chants de gorge des steppes, capables de produire plusieurs sons à la fois, rappellent la science des résonances évoquée plus tôt. Les tapis d'Asie centrale, avec leurs motifs géométriques répétitifs, ressemblent à des cartes stellaires miniatures. Les danses circulaires, encore pratiquées, imitent les mouvements du soleil et des astres. Ces survivances culturelles sont comme des graines d'un arbre disparu, germant encore dans les pratiques quotidiennes. La comparaison avec l'Atlantide soulève une réflexion plus vaste. Pourquoi certaines civilisations sont-elles condamnées à devenir des mythes ? Peut-être parce qu'elles contiennent des savoirs incompatibles avec l'ordre du monde qui leur succède. L'Atlantide aurait possédé des technologies leur trop avancées pour l'Antiquité classique. La Tartarie, elle, aurait connu une énergie libre, une science des résonances, un rapport cosmique au temps et à l'espace que l'ère industrielle ne pouvait tolérer. Dans les deux cas, l'effacement n'est pas seulement un accident. C'est une nécessité pour permettre à un nouveau récit de s'imposer. Mais l'oubli n'est jamais total. Dans les interstices, dans les ombres, les fragments subsistent. Comme l'Atlantide, la Tartarie hante notre imaginaire. Elle apparaît dans les rêves, dans les théories marginales, dans les murmures de ceux qui doutent du récit officiel. Elle agit comme un rappel que notre histoire est incomplète, que notre mémoire collective est un champ de ruines où chaque fragment peut bouleverser l'ensemble. Ce qui reste aujourd'hui de la Tartarie, ce ne sont pas des certitudes, mais des échos. Des cartes anciennes, où son nom s'étend comme une mer d'encre. Des récits de voyageurs qui parlent de cités immenses. Des architectures impossibles, trop vastes pour les peuples auxquels on les attribue. Des symboles solaires et célestes répétés avec obstination à travers les siècles. Des chants, des mythes, des traditions qui évoquent un âge d'or englouti. Tous ces fragments, mis ensemble, composent l'ombre d'un empire disparu, une Atlantide des steppes. La question demeure, pourquoi ce silence persiste-t-il ? Peut-être parce que reconnaître la Tartarie reviendrait à admettre que notre histoire est incomplète, que notre civilisation repose sur des oublis, sur des falsifications, sur des effacements délibérés. Accepter la Tartarie, ce serait accepter que l'humanité a connu d'autres voies, d'autres sciences, d'autres rapports au monde, que nous avons choisi d'ignorer. C'est une pensée troublante, mais aussi libératrice, car elle ouvre la possibilité que notre futur ne soit pas enfermé dans une seule ligne de progrès, mais qu'il puisse s'inspirer de mémoires perdues. La Tartarie, comme l'Atlantide, ne cesse donc de revenir. Elle ressurgit dans les symboles, dans les ruines, dans les légendes. Elle se présente comme un miroir tendu à notre présent. Elle nous rappelle que derrière le récit officiel, derrière les cartes modernes, subsiste toujours une autre histoire, une autre vérité, une vérité que l'on ne peut pas effacer totalement, parce qu'elle est inscrite dans la pierre, dans la mémoire des peuples, dans le silence même de la terre. Et peut-être est-ce là, en fin de compte, le plus grand enseignement de la Tartarie, que rien ne disparaît vraiment, que les civilisations, même effacées, laissent dans des survivances des fragments qui refusent de se taire, et que dans l'ombre des steppes, comme sous l'océan de Platon, une Atlantide continue de vivre cachée, attendant que nous ayons le courage de la regarder à nouveau.